Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok. Donc alors, bienvenue pour ce webinaire sur les ingénieurs en quête de sens. Alors donc en fait c'est un webinaire qu'on organise dans le cadre de l'Institut Transition. Donc l'Institut Transition, en deux mots si on veut, on est un organisme de formation et notre but c'est d'accompagner les personnes à travailler dans la transition écologique et solidaire. Et dans ces personnes, ben, il y a forcément des ingénieurs, mais je vais utiliser ingénieur pour simplifier, mais vraiment, enfin, les portes sont ouvertes à quiconque peut se reconnaître dans un milieu de la technique, ou un milieu industriel, des compétences liées à la science, la technique. Donc voilà, vraiment, je le prends au sens large. Les conseils que je pourrais donner là pourraient aussi bien correspondre à des designers, à des techniciens, à des personnes qui sont autodidactes. Donc voilà, je ne fais pas du tout une fermeture au terme ingé, mais c'est vrai que je raccourcirai des fois ce terme, mais ayez l'ouverture d'esprit de le prendre pour vous, ne vous inquiétez pas. Et surtout aussi que le terme ingénieur, finalement, bah, ça parle à plein de domaines différents. Moi, vous verrez, je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Je suis ingénieur mécanique, mais on retrouve vraiment le sens ingénieur sur plein de domaines différents. Donc, de la même façon, n'hésitez pas à déformer des fois ce que je vais vous dire pour le mettre dans le cadre de votre domaine. Et donc là, dans l'objectif vraiment de ce webinaire, c'est vous aider à trouver quelle place vous pouvez avoir dans la transition écologique et solidaire avec votre diplôme, votre expérience que vous avez eue dans un milieu plus industriel, ben, vers quoi vous pouvez tendre maintenant que vous avez envie d'aller vers la transition écologique et solidaire. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces webinaires, c'est pour ça que Suzanne, Laetitia, Lauriane vont vous partager des éléments de leur parcours afin que vous puissiez en tout cas vous inspirer de nos parcours à toutes les quatre et voir derrière vous qu'est-ce que ça peut en dire. Ce panel est étonnamment féminin, je dois vous l'accorder. C'était pas une volonté, j'avoue que ça s'est vraiment fait par hasard. Mais même au sein des ingénieurs qui sont inscrits à l'Institut, on a une majorité de femmes. Donc voilà, je ne saurais pas quoi en dire, mais c'est un fait que du coup nous avons un panel féminin aujourd'hui. Et donc, alors, pour déjà introduire un petit peu le sujet de ce webinaire, ça me paraît intéressant que vous ayez déjà des éléments de mon parcours. Donc, pour vous expliquer, à la base, moi, je suis ingénieur mécanique de formation. Et on va dire que je suis ingénieur mécanique qui, par choix, enfin, pour faire l'anecdote, mes parents rêvaient que je sois médecin, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, je me suis vraiment battue pour faire une formation d'ingénierie parce que j'aimais beaucoup le métier et l'idée qu'on pouvait passer d'une idée à quelque chose de concret, à un objet concret, palpable. C'est ça qui m'intéressait. Et c'est pour ça que je suis allée vers l'ingénierie mécanique. Mécanique, pour moi, c'était pas tant le côté automobile comme certains peuvent croire, mais c'était vraiment le côté des projets, des produits palpables où on pouvait fabriquer la transformation de matière. Et du coup, donc j'ai suivi un début de carrière assez classique d'ingénieur mécanique. Pour vous dire, j'ai travaillé sur des drones dans une start-up, j'ai fait de l'ingénierie dans le médical, et mon expérience la plus significative a été sur du développement de machines à café en capsule, que vous connaissez certainement tous. Et c'est vraiment durant cette expérience, on va dire, que j'ai eu mes déclics écologiques avec moi vraiment un constat qui a beaucoup nourri mes différents engagements derrière. C'est que j'étais dans un bureau d'études, en fait, où j'ai eu énormément de collègues qui m'ont éduqué aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociaux. C'est-à-dire que le midi, on avait des discussions très intéressantes sur la compréhension de l'environnement, sur les limites, on se partageait des rapports percutants. Et après, on revenait à 14 heures travailler derrière nos PC à développer nos machines à café en capsule. Et il y avait vraiment ce décalage entre en fait, des discussions qu'on pouvait avoir entre midi et deux et derrière notre métier, ce qu'on faisait concrètement, dans lequel finalement on croyait plus vraiment petit à petit. Moi, il y avait vraiment eu ce désenchantement petit à petit de mon travail.
Et je me souviens d'une conversation que j'avais avec une collègue à l'époque qui me disait, mais d'un côté, en tant qu'ingénieur, tu voudrais qu'on fasse quoi? Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire à part ça? Et à l'époque, je me souviens lui dire, ben, je sais pas ce qu'on peut faire, mais il y a bien quelque chose qu'on devrait pouvoir faire qui aurait plus de sens. Et donc, la réponse à cette question de qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'ingénieurs, c'est beaucoup la question qui a nourri la plupart de mes engagements derrière. Et donc là, on est en 2016, je décide de quitter mon poste d'ingénieur et je cherche à répondre à cette question en me disant, bah, je vais aller à la rencontre de porteurs de projets qui font une ingénierie qui soit différente et une ingénierie qui soit plus responsable, que j'ai appelé l'ingénierie positive. Alors, attendez un instant, il y a un micro qui est ouvert et qui est un petit peu bruyant. Si jamais la personne... Ah, nickel. La personne s'est reconnue, merci à elle. Et donc, du coup, ce premier projet qui s'appelle La Clavette m'a amené à aller à la rencontre énormément de projets plus responsables à travers le monde. Je peux aller voir des pompes à eau low-tech en Birmanie, je suis allée voir de la fabrication de prothèses en imprimante 3D en Colombie. Différents projets avec des porteurs de projets qui avaient une interprétation, chacun personnelle, de c'est quoi concevoir un produit qui répond à des enjeux sociaux, qui prenne en compte l'environnement et qui s'appuie sur de la collaboration. C'est beaucoup ce que je suis allée chercher. Et après 2 ans de tournage, de réalisation de mon empreinte carbone avec l'avion et du fait de ne plus être enfant, je me suis dit, ben, maintenant, forte de tous ces enseignements, comment est-ce que je peux amener ça dans d'autres espaces? Et ça m'a amené du coup à intervenir. J'ai fait énormément de conférences dans tout ce qui va être des entreprises, entreprises industrielles. J'ai travaillé auprès d'entrepreneurs qui étaient soit des personnes de la technique qui voulaient développer un projet social, soit des personnes qui n'avaient pas de connaissances techniques, mais qui avaient une idée de projet technique et qui pouvaient répondre à un enjeu social. Et dans ce cas-là, du coup, je prenais un peu plus ma casquette ingénieur. Et le troisième espace où je me suis pas mal impliquée, c'est auprès des écoles d'ingénieurs pour essayer de faire changer les programmes. À l'époque, en 2018-2019, on en est encore à l'époque où il faut convaincre de parler de sujets environnementaux et sociaux dans les écoles d'ingénieurs. Maintenant, ça a un petit peu changé, on va dire, après les grèves étudiantes et Greta Thunberg. Ça a un petit peu changé. On est plus dans une phase où toutes les écoles sont d'accord sur le fait qu'il faut parler des enjeux environnementaux et sociaux, mais ils ne savent pas comment en parler et enfin, ils ne savent pas forcément quoi en dire. Alors, ce qui m'a amené à être aujourd'hui à mi-temps enseignante à l'INSA Lyon. Et pour la peine, alors j'ai de la chance, l'INSA Lyon est quand même une école qui avance beaucoup sur ces sujets. Ça nous permet de mettre en place des cours exploratoires un peu novateurs ou de travailler avec, par exemple, le Shift Project, qui a fait un partenariat avec l'INSA Lyon pour réfléchir à c'est quoi justement former l'ingénieur de demain. Donc vous pouvez trouver tout ça sur le site du Shift Project si jamais. Et donc, différents engagements, je travaille pas mal avec les étudiants. Et petit à petit, ben, en fait, je me rends compte qu'il y a un public qui n'est pas adressé, ben, c'est les ingénieurs qui sont déjà en poste, c'est-à-dire qui ont déjà de l'expérience, qui travaillent. Et je commence à être contactée depuis que j'ai lancé la clavette en 2016. Je suis contactée par des ingénieurs régulièrement qui me disent ben voilà, je réfléchis à me reconvertir, je ne sais pas trop vers quoi aller, les projets que vous me montrez m'inspirent, mais moi je ne sais pas vraiment comment m'insérer là-dedans. Et j'étais toujours frustrée de ne pas avoir de réponse, d'organisme de formation à leur conseiller pour les aider à s'insérer. Et à chaque fois, je ne remettais jamais en cause la bonne volonté des personnes ou leur motivation. Mais je sentais qu'il manquait juste un petit peu un temps d'acculturation pour vraiment comprendre les enjeux de la transition, un temps exploratoire pour aller rencontrer des acteurs qui sont sur ce sujet et qui, moi, correspondaient un peu au temps que j'avais fait avec la clavette. Et du coup, c'est pour ça que quand on arrive en 2019, donc j'ai Martin Durigneux qui me propose de rejoindre l'aventure de l'Institut. Ça veut dire, il me dit, ben voilà, on est en train de réfléchir
enfin un organisme de formation, puisqu'on fait le constat qu'il y a plein de professionnels qui pourraient travailler dans des organisations de la transition, mais qui n'arrivent pas à s'insérer. Donc, on réfléchit à faire un programme pour les aider à rentrer là-dedans. Et donc, moi, ça partageait le constat que j'avais depuis plusieurs années. Et d'où est né l'Institut Transition. Et donc, je vais vous en dire déjà deux mots sur l'Institut Transition avant qu'on rentre dans le dur de notre sujet, mais cela vous permettra aussi de comprendre un peu le parcours de nos trois intervenantes derrière. Donc, pour vous dire en gros l'Institut en quelques mots, on a trois programmes principaux à l'Institut. On a le premier, c'est le programme phare, c'est le programme Nouvelle Voie. Donc en gros, avec Nouvelle Voie, notre but, c'est d'accompagner les personnes en évolution professionnelle à basculer vers des métiers et missions de la transition écologique et solidaire. Donc les trois personnes qui vont témoigner aujourd'hui sont des personnes qui sont dans le programme Nouvelle Voie ou qui ont fait le programme Nouvelle Voie. Après, nous avons une boîte à outils où là, c'est plus des formations pour aider des structures de la transition dans leur développement. Et enfin, on a ce qu'on appelle le transition tout-terrain. Donc là, c'est plutôt des structures classiques qui veulent glisser dans la transition écologique et solidaire. Donc là, on adapte les formations en gros en fonction des demandes de ces différentes structures. Et donc dans Nouvelle Voie, qui sera peut-être le programme qui pourra parler à certains d'entre vous, pour que vous ayez les grandes lignes, en fait, dans Nouvelle Voie, ce qu'on s'est dit, ce qui permet aux personnes de s'insérer dans la transition écologique et solidaire, bah, c'est déjà des temps de formation, forcément, des temps pour comprendre les fondamentaux de la transition, pour développer des compétences transversales. En fait, dans beaucoup de structures de la transition, on se retrouve à être un peu couteau suisse. Donc, c'est ça qu'on entend par ces compétences transversales utiles sur le terrain. 36 heures dédiées plutôt au parcours de transition professionnelle, donc des temps pour réfléchir collectivement vers où on a envie d'aller, comment on se sent dans son parcours. Après, le cœur de l'approche de Nouvelle Voie, c'est d'avoir un mémoire professionnel accompagné. C'est-à-dire que le mémoire, le but, c'est de choisir un sujet et d'aller le creuser. C'est chacun et chacune qui choisit son sujet. Et vous avez deux accompagnateurs qui vous voient tous les mois pour vous aider à avancer sur ça. Et donc vous verrez, alors les personnes qui vont témoigner vont vous partager aussi les mémoires qu'ils ont choisies et comment ça peut être en lien avec ce qu'ils font aujourd'hui. Enfin, ce qu'elles font, on va rester au féminin, de toute façon vous êtes trois femmes à parler, donc ce qu'elles font aujourd'hui par rapport à ça. Et après la troisième brique, donc c'est des missions de terrain. Donc on a pas mal de partenaires sur le territoire lyonnais qui nous proposent des missions qui permettent aux apprenants et apprenantes de mettre les mains dans différents projets du territoire. Et bien sûr, dernier point, mais qui n'est pas des moindres, c'est aussi des temps conviviaux, donc c'est vraiment une communauté. Nouvelle Voie, souvent, ce que plein d'apprenants gardent avec le temps, c'est ce côté aussi d'avoir une communauté où vous avez des personnes qui vous comprennent, avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous allez potentiellement faire des projets plus tard. Donc c'est ça aussi Nouvelle Voie, il y a vraiment ce côté communauté. Alors, je vais proposer, pour continuer, à nos trois intervenantes de nous dire quelques mots déjà sur qui elles sont en tant que personnes qui étaient dans la technique, mais aussi par rapport à leur sujet de transition. Donc, on va le faire un petit peu dans l'ordre d'affichage. Donc, Laetitia, si tu peux commencer en tant qu'apprenante de cette année. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis ingénieure en agroalimentaire, diplômée il y a presque 20 ans et j'ai travaillé 19 ans dans l'industrie alimentaire, dans différents types de secteurs, dans des entreprises plutôt de taille européenne et internationale et sur différents types de postes. Donc j'ai démarré en qualité dans les laits infantiles. J'ai bougé ensuite dans le développement de nouveaux produits et j'ai progressivement basculé sur des fonctions un peu plus business ou commerciales, avec des fonctions où j'ai dû développer des nouveaux clients et des fonctions sur la fin de chef de produit. Donc j'étais responsable de gamme d'ingrédients notamment, parce que du coup un secteur où j'ai passé le plus d'années, c'est le monde des ingrédients et des arômes. Donc on fournissait des parties de produits à des grandes marques de produits biscuits, yaourts que vous pouvez retrouver en magasin.
Et moi, du coup, le déclic, ça a été une petite musique intérieure, en fait, qui est montée progressivement, où je me suis retrouvée à un moment en dissonance très forte entre ce à quoi je contribuais d'un point de vue professionnel. Donc, mon dernier poste, c'était de développer des arômes pour des produits laitiers, participer à diversifier une offre de produits laitiers. Et moi-même, personnellement, je faisais mes yaourts à la maison. J'étais plutôt dans une démarche de réduction des déchets et des emballages. Donc cette dissonance et cette contradiction, elle est devenue très forte. Je l'ai partagée au démarrage avec mes collègues et j'ai eu d'abord la démarche de me dire: «Est-ce que je peux faire changer les choses de l'intérieur dans l'entreprise?» Et quand j'ai réalisé que ça allait être très long, je me suis dit que là, j'avais besoin de mettre mon énergie, ou en tout cas d'arrêter de mettre mon énergie au service d'un système qui était plutôt contributeur sur la problématique de la crise du vivant et du climat, plutôt que de les solutionner. Et c'est ce qui m'a du coup motivée à quitter finalement mon entreprise en août dernier et à rejoindre Nouvelle Voie, le programme Nouvelle Voie à l'Institut Transition, qui me permet du coup de me poser cette année pour réfléchir voilà, à la suite de mon parcours professionnel. J'ai toujours vocation à rester dans l'alimentation parce que ça reste un sujet de cœur, mais de le faire de manière durable. Et du coup, grâce aux mémoires, j'explore quels sont les modèles de durabilité. Et il y en a qui existent au sein des acteurs de l'agroalimentaire. Donc Alors, voilà pour moi. merci Laetitia. Du coup, Suzanne, je te propose d'enchaîner. Oui, bonjour. Du coup, moi, je suis ingénieure en télécommunication. Et du coup, j'ai un parcours aussi d'ingénieur classique un peu pendant 6 ans. Donc, moi, j'ai travaillé en fait dans des grandes entreprises. Au début sur des projets de développement d'infrastructures de télécommunication et d'informatique. Et ensuite, voilà, ça c'était mon premier travail, donc sur l'infrastructure informatique. Et donc moi, c'est vrai que j'ai choisi cette voie, c'était pas forcément par passion technique, par contre, c'était un secteur où, enfin voilà, c'était un secteur vraiment d'avenir avec un secteur où on disait souvent que voilà, on pouvait travailler un peu partout avec le numérique. Aujourd'hui, voilà, le numérique, il est partout. Et c'est vraiment ça qui m'attirait. Et puis, les sciences aussi, c'était quelque chose que voilà, j'aimais bien. Et donc voilà, premier job là-dedans. Ensuite, j'ai eu envie de voyager. À un moment donné, donc mon premier job, c'était en France. Après, j'ai eu envie de voyager. Je suis partie au Brésil. Et là-bas, j'ai aussi fait j'ai eu un poste d'ingénieur. Enfin, c'est grâce à un poste d'ingénieur en informatique que j'ai pu voyager. Et donc, j'ai travaillé dans les assurances à ce moment-là. Donc, encore une fois, grâce à l'informatique, j'ai réussi à, en fait, à un peu réaliser les projets que j'avais en tête. Et en même temps, il montait en moi un peu une dissonance cognitive entre voilà, déjà mes projets personnels. Voilà, j'avais l'impression que, en fait, dans ma vie, je commençais à séparer de plus en plus ma vie privée et puis ma vie professionnelle. Et j'avais jamais l'impression de pouvoir vraiment, contrairement à ce que t'expliquais Isabelle tout à l'heure, moi j'avais l'impression que justement les sujets qui m'intéressaient, notamment le voyage, notamment, moi je m'intéressais beaucoup aux questions de solidarité internationale, des choses comme ça. C'était des questions que je pouvais pas forcément intégrer dans mon travail. Enfin voilà, mes collègues ils s'intéressaient pas forcément à ça. Ou j'avais pas l'impression que c'était le lieu au travail pour en parler. Et du coup, voilà, j'avais complètement séparé ces deux choses. Bon, finalement, pendant que j'étais au Brésil, dans ce boulot d'ingénieur en informatique dans une assurance, enfin, je sais pas, ces dissonances, elles ont continué à monter. J'avais l'impression de vraiment de vivre deux vies différentes. Et à un moment donné, voilà, c'était un peu le point de rupture où je me suis dit, mais en fait, là, je vais pas réussir à explorer cette voie de la solidarité internationale et en même temps mon job parce que il y a quelque chose voilà, qui va pas. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'écologie, écologie et aussi les impacts environnementaux notamment des grandes entreprises, des entreprises dans lesquelles je travaillais, sur l'écologie et puis sur les questions d'inégalité internationale, etc. Voilà, et c'est comme ça que
voilà, j'ai décidé de faire une pause et l'année dernière, du coup, j'ai suivi l'Institut Transition, la formation de l'Institut Transition. Et je me suis vraiment intéressée en fait, à ce moment-là, c'était vraiment... au début, je pensais vraiment à faire une rupture avec mon métier d'ingénieur d'avant. C'était vraiment... Je voulais un peu l'abandonner pour vraiment me concentrer sur les sujets qui m'intéressaient, c'est-à-dire l'écologie, la solidarité internationale. Et puis, en fait, en creusant ces sujets, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais mes compétences, mes expériences d'ingénieur, elles m'amenaient à avoir certaines connaissances et certaines compétences qui me permettaient d'être aussi pertinente dans cet environnement-là, dans l'environnement de l'ESS et de l'associatif en général. Voilà, un peu pour ma présentation. Désolée, j'avais le micro coupé. Et je disais, Yes, et de toute façon, tu nous parleras de tes engagements actuels un peu plus tard pour garder un petit peu de suspense. Et du coup, toi, Lauriane, quel a été ton parcours en tant que non-ingénieur? Je sais que t'aimes pas quand je t'appelle ingénieur. Voilà, alors moi du coup je suis l'intrus, je suis pas un ingénieur, je suis pas une ingénieure. Moi du coup je suis docteur, donc j'ai fait un parcours 100% universitaire, 100% facu, licence, master et puis finalement une thèse. Du coup j'ai fait une thèse en ce qu'on appelle la bioingénierie. Mon travail de thèse, c'était d'essayer de fabriquer un intestin artificiel. Le métier de chercheur, c'est considéré un peu comme un métier passion. Et c'est quand même ça qui m'a guidée au début, en tout cas. Une envie de comprendre, un peu comme ce que t'expliquais, Isa, de comprendre comment ça fonctionne, vouloir toujours aller poser des questions. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des questions auxquelles on n'avait pas les réponses. Du coup, ça m'intéressait que mon métier, ce soit de poser des questions et d'essayer d'y trouver des réponses. Mais il y a le glamour de ce qu'on pense qu'est la recherche. Et puis, il y a le concret du boulot. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je m'épanouissais pas dans mon métier de chercheuse. Il y avait quelque chose qui me manquait. Il y avait une dimension en fait humaine et sociale qui moi me manquait énormément. C'est-à-dire que je travaillais à des techniques de pointe en biologie cellulaire pour essayer de trouver un remède au cancer de l'intestin de manière un peu large et un peu prétentieuse, sans me poser la question de l'explosion actuelle des cancers intestinaux qui sont énormément liés en fait à la malbouffe et aux différents engrais et pesticides qu'on met dans l'eau et la nourriture. Donc je me suis dit qu'il fallait, il fallait faire autre chose. J'ai été pas mal frappée aussi, comme tout le monde, par le Covid, par l'isolement qui d'un seul coup a obligé un peu de réfléchir à ce qu'on faisait. Notre quotidien est devenu plus un quotidien en fait, et d'un seul coup ça a permis de le remettre en question. Et surtout les gros mouvements sociaux qu'il y a eu. Moi j'étais sur Paris, donc je fais pas mal de manifs et ça, je me sentais beaucoup plus utile en manif que dans mon labo. Donc je suis venue à Lyon trouver du science. J'ai fait du coup l'Institut Transition l'année dernière. J'ai écrit un mémoire sur les inégalités sociales de santé, ce qui m'a permis de comprendre que en fait, la santé a un sens beaucoup plus large que ce que je pensais et surtout de déconstruire une idée de solution scientifico-technique et qui avait beaucoup plus d'humain que ce qu'on en voyait depuis mon labo. Et voilà, donc du coup, ça m'a permis de garder cette dimension de santé, d'essayer d'améliorer la santé des gens, mais avec un angle très, très différent, beaucoup plus social. Mais voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. Super.
Et merci Lauriane pour ça. Donc en gros, comment a été pensé ce webinaire? Vous allez voir, on va passer différentes thématiques et à chaque fois, on aura un peu des ponctuations de nos différentes intervenantes selon les sujets. Alors, déjà, pour commencer, en gros, pourquoi est-ce qu'on est tellement sur un métier qui se remet en question? Alors pour vous dire, j'interviens dans plusieurs écoles d'ingénieurs au-delà de l'INSA même. Euh, on a déjà vraiment des étudiants qui sont un peu en PLS, on va le dire comme ça. On a plusieurs étudiants qui vraiment se posent des questions par rapport au métier et ils se disent, là, je vais être diplômé dans 1, 2, 3 ans, je sais pas trop quoi en faire parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui marchent pas, quoi. Si on veut, il y a des constats, on va dire, qui sont vraiment bloquants avec le fait d'exercer le métier. Et donc, ils n'ont pas forcément tort. Alors, une des choses qu'il faut bien avoir en tête de pourquoi est-ce que c'est un métier qui se remet autant en question, c'est beaucoup lié, on va dire, à la croissance dans laquelle on baigne et au phénomène de grande accélération qu'on peut avoir. Donc, quand je vous fais référence à ça, la grande accélération, en gros, c'est de se dire que quand même, depuis environ 1900-1950, on a d'énormes phénomènes d'accélération qu'on voit. Et alors, moi, le chiffre qui a été un de mes premiers gros déclics, ça a été vraiment la population. De me rendre compte qu'en fait, la population a énormément augmenté depuis ces dernières années. Je dis toujours, à l'époque où je suis née, on était 6 milliards, au moment où je risque de mourir, touchant du bois, mais imaginons quand j'aurai plus tard, on sera à 10 milliards d'habitants. Donc on aura quasiment doublé sur l'espace d'une vie, ce qui me paraît assez dingue. Et donc forcément, on ne réfléchit pas des infrastructures de la même façon pour 2 milliards d'habitants sur Terre, 6 milliards ou 10 milliards. Et donc ça, ce n'est que sur le sujet de la démographie, mais c'est sur plein d'autres sujets. Et donc de manière générale, une certaine croissance est allée en lien avec beaucoup d'impacts d'un point de vue environnementaux. Donc bon, sur ça, on fait bien sûr référence au travail qu'on peut trouver dans le GIEC pour le climat, dans IPBES pour tout ce qui est biodiversité. Vous pouvez aussi bien sûr aller consulter tout ce qui va être en lien avec les limites planétaires, qui est du même auteur que ces sources, Will, Stephen et Hall. Donc, je ne vais pas m'étendre, c'est plus pour donner le contexte. Si vous voulez creuser, n'hésitez pas, je pourrais très bien vous partager des sources. N'hésitez pas à me le préciser en question pour que je vous partage des sources. Mais en général, si vous êtes arrivé à ce webinaire, c'est que vous avez plutôt ce constat global d'un point de vue environnemental et de ce blocage de dire mais est-ce que nos activités qui sont énormément liées à la croissance, c'est-à-dire à l'utilisation d'énergie et de ressources, contribuent à ces impacts environnementaux. Et aussi des impacts sociaux ou en tout cas des inégalités qu'on peut constater. Selon votre sensibilité, c'est potentiellement peut-être plus ça qui va vous parler d'ailleurs. C'est de se dire que, moi le chiffre de 20-80 de Philippe Lewis, il me choque toujours, mais de se dire qu'on a 20% de la population qui consomme plus de 80% des ressources. Donc c'est un autre chiffre qu'on peut avoir, c'est le 6 fois plus. C'est de dire qu'on a 1,3 hectares, donc l'équivalent de terre, qui correspond à 2 terrains de football que chaque Européen consomme chaque année afin de produire sa nourriture, ses vêtements et autres produits. Et qu'en fait, finalement, c'est 6 fois plus que pourrait avoir un Bangladais. Une autre image qu'on peut avoir aussi, je trouve, qui parle quand même souvent, c'est un peu ce triangle quand on prend des produits numériques, de se dire qu'on va récupérer des minerais en Afrique, on va aller fabriquer en Asie pour consommer en Europe, Amérique, et rejeter nos déchets en Afrique. Donc voilà, c'est des schémas d'inégalité qu'on a quand même énormément dans nos métiers d'ingénieur. Et donc là, pour ce que je vais proposer aussi à nos intervenants, c'est de partager un petit peu les limites du métier d'ingénieur qu'elles ont pu observer dans chacune de leurs domaines. Si je vous partage le mien, moi vraiment quelque chose qui m'a fait arrêter l'approche que j'avais avant du métier de conception mécanique, c'est la gadgetisation qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire qu'on n'avait plus du tout de
garde-fous de qu'est-ce qui était intéressant ou pas de développer. Et donc, un des derniers projets sur lequel j'ai travaillé quand j'étais sur les machines à café, c'était de travailler sur une machine à café haut de gamme connectée en Bluetooth qui permettait de lancer sa machine à café avec une application téléphone afin de pouvoir lancer son café 10 secondes avant de devoir aller le chercher. Donc voilà, c'est là où je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est le Far West, c'est la fête du slip, on fait un peu tous les produits qu'on a envie, quoi. Et c'est vraiment ça, je trouve, aujourd'hui, en tout cas dans le produit grand public, où on est toujours à la course à l'innovation. Je mets des guillemets sur l'utilisation du terme innovation, mais on est plutôt à la course à la nouvelle idée un petit peu gadget qui va permettre de justifier de vendre plus. Et moi, c'est vraiment ça le truc que j'ai rejeté dans tout ce qui va être conception de nouveaux produits. Si on se refait un tour de table dans l'ordre, Laetitia, pour toi, c'est quoi un peu les limites que tu as pu voir dans ton domaine? Moi, j'ai envie de commencer finalement par le même point que toi là, sur la course à l'innovation. Et je pense que derrière le poste d'ingénieur, pour moi, ça remet finalement aussi en cause le modèle économique en fait, auquel les entreprises sont soumises. Et derrière plusieurs questions. Enfin, clairement, quand on développe, moi, je développais des arômes pour des produits laitiers, ou de vraiment se poser la question de l'utilité pour un consommateur d'avoir 50 parfums différents de yaourt dans son magasin. Est-ce que ça va le rendre plus heureux? Mais je pense que derrière ces questions, ouais, c'est vraiment la logique aujourd'hui dans laquelle on est, quoi, la logique de chiffres, de produire, vendre plus, la logique en effet d'innovation. Enfin, nous, on s'est retrouvés aussi, on avait des objectifs chaque année de lancement de nouveaux produits quand je faisais du développement de produits. Et donc, on est presque là juste à lancer un produit parce qu'il faut se démarquer de la concurrence, parce que ça va permettre d'augmenter ses parts de marché, mais on se pose jamais la question de la finalité. Et on se pose encore moins la question de l'impact. Alors, ça commence à venir dans les entreprises. Moi, c'était pas encore le cas, mais à aucun moment on mesurait l'impact environnemental. Donc, moi, c'est beaucoup ça le domaine de l'agroalimentaire qui m'a marqué. C'est vraiment la déconnexion des matières premières que l'ingénieur R&D pouvait utiliser, qui sont des matières vivantes agricoles, et sur lesquelles il n'avait aucune connaissance en fait de comment ça avait été produit, quel impact ça pouvait avoir. Donc c'est vraiment pour moi cette question du manque d'évaluation de l'impact environnemental. Ça pourrait être environnemental et social, puisqu'il y a des agriculteurs aussi en amont. Moi, ça m'a vraiment gêné que ce soit pas un critère en fait vraiment de décision dans les développements de produits. Et paradoxalement, une autre limite, enfin, peut-être, je sais pas si ça, enfin, qui pourrait dans l'autre sens, je trouve que dans le métier justement de développement de produits, on a ce côté de super satisfaction d'avoir réalisé un projet, d'avoir mis un nouveau produit sur le marché, et ce qui du coup peut être un petit peu dangereux et contre-productif parce qu'on peut vraiment se satisfaire. Enfin, moi, je l'ai vu longtemps, je me suis satisfaite à être super contente de développer des nouveaux produits qui étaient mieux nutritionnellement, avec moins de sucre, moins de gras. Je ne me posais pas encore la question de l'impact et de la finalité. Mais du coup, je trouve qu'on peut se complaire longtemps sans se poser vraiment la question de l'impact et de la finalité. Super. Nickel. Suzanne, de ton côté, qu'est-ce qu'il en est dans le numérique? Moi, je vais continuer un peu sur cette idée de déconnexion. Moi, c'est vrai que j'avais vraiment, ce qui m'a un peu, les limites que j'ai vues dans le métier d'ingénieur au départ, c'était vraiment, moi, cette déconnexion que je voyais entre, les certaines problématiques que je pouvais voir, notamment les inégalités sociales. Moi, c'était vraiment ça, un truc qui me dérangeait vraiment. Et en fait, et le monde de l'ingénierie, et en fait, qui n'est pas sans relation, parce que effectivement, la plupart des produits qu'on développe, en fait, ils font le tour du monde avant d'être consommés. Et en fait, c'est vrai, ça c'est vraiment un truc qu'on questionne jamais, en fait, dans nos métiers. Moi, c'est surtout, en fait, quand effectivement j'ai fait mon expérience au Brésil. En fait, j'étais vraiment. Moi, j'étais dans une entreprise française qui avait une filiale au Brésil, et il y avait vraiment ce rapport un peu inégalitaire, en fait, entre ce qu'on appelle un pays riche, et un pays pauvre, un pays du Nord, un pays du Sud. Et en fait, un rapport comme ça
de pouvoir que je pouvais sentir. Et même, j'étais un peu le lien par rapport à ça, parce que justement, j'avais été un peu envoyée par le siège pour appliquer en gros des méthodes qu'on avait dans le siège au Brésil. C'était un peu ça ma mission, et un rapport vraiment de pouvoir qu'on pourrait qualifier de néocolonial, que moi, voilà, me révoltait, mais en même temps qui n'était pas du tout pensé par les structures, par personne, quoi. Et ça, c'est vrai que ça m'a vraiment, c'est ça qui m'a un peu, qui m'a rebuté. Et ouais, un peu une ignorance de tout ça, quoi, dans les milieux techniques, voire ingénieurs, de tout ce qui est inégalité sociale par rapport à Nord-Sud, mais aussi hommes-femmes. Des fois, c'est un peu compliqué d'aborder certaines problématiques, même si pareil, ça évolue. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'avais vraiment besoin d'explorer ça, et à un moment donné, c'était vraiment pas possible de le faire dans le cadre de mon travail. Et aussi, en tout cas, je ne voyais pas comment. Et aussi, ouais, ce que j'ai pu explorer aussi dans le cadre de mon mémoire, notamment l'année dernière, et de mes rencontres, c'est que en fait, ces inégalités sociales, elles ont vraiment un impact aussi par rapport à la question écologique. Enfin, aujourd'hui, si on arrive à produire certaines des denrées, notamment le numérique, si on arrive à produire du numérique aussi peu cher, c'est aussi parce qu'en bout de chaîne, il y a des personnes qui sont en fait exploitées finalement pour aller récupérer certains minerais, par exemple, ou aller récupérer certaines matières premières pour les assembler, etc. Donc voilà, c'est des rapports sociaux en fait que moi j'ai besoin de questionner et qui sont pas souvent questionnés. Et voilà, il y a une déconnexion avec ça quand on est dans le bureau de l'ingénieur. Enfin, on ne parle jamais de ça, on n'y pense jamais. Voilà. C'est vrai que les questions sociales sont presque encore plus distantes que les questions environnementales dans la tête des ingés, quoi, si on veut. C'est encore plus rare que les questions environnementales. Lauriane, les limites de la recherche ou les limites du contexte? Je sais que tu as un avis. Alors, les limites de la recherche publique, outre que la précarité extrême de l'emploi, en fait, c'est que il y a ce présupposé que quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a un manque de connaissances. Et la recherche, du coup, ça va être de toujours aller chercher une meilleure connaissance, sans vraiment se poser la question de ce que ça veut dire meilleur. Alors qu'en fait, actuellement, si on prend les chiffres, la maladie qui tue le plus à l'échelle mondiale, c'est la diarrhée. Et c'est pas une question du coup de connaissance, de savoir comment la maladie se propage, comment la maladie agit, ni même de fabrication de médicaments. C'est un problème de distribution de médicaments, c'est un problème de brevet. Moi, je travaillais en biologie et les personnes chez qui derrière je pouvais aller travailler, c'était L'Oréal pour faire de la peau industrielle pour pouvoir tester leurs produits, ou alors dans différentes boîtes de pharmacologie pour pouvoir tester des médicaments et faire du brevet. Et voilà, pour moi, c'est qu'il y a ce présupposé que si ça marche pas, c'est parce qu'on ne comprend pas. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est plutôt qu'on ne souhaite pas partager le gâteau, qu'il y a des intérêts financiers très importants, qu'il y a des jeux de domination, ce que parlait Suzanne. Et que voilà, il y a beaucoup d'argent qui est mis, sûrement moins que dans la recherche industrielle, mais il y en a quand même qui est mis dans la recherche publique, et qu'il n'y a aucun droit de regard du citoyen sur la recherche publique. C'est-à-dire qu'un chercheur qui a fait la fac comme moi, toutes ses études ont été payées par nos impôts communs. Mon salaire, je travaillais au CNRS, était payé par les impôts communs. Les subventions de recherche, l'argent qui permet de faire fonctionner les labos, c'est de l'argent public. Et en même temps, on estime qu'il n'y a que le chercheur qui peut décider de sa recherche.
Alors là, c'est un peu en train de bouger avec les dernières lois et le gouvernement actuel qui estime que maintenant c'est le ministre qui peut décider des thématiques de recherche. Je suis pas sûre que ce soit bien mieux, hein. Mais il y a vraiment cette idée que le citoyen, il n'est pas apte intellectuellement à designer un projet de recherche, à savoir c'est quoi dans son... S'il y a il y a de la recherche qui pourrait être utile socialement, mais je pense que en fait, ce qu'il faudrait d'abord, c'est rétablir une communication, que la recherche sorte des labos et aille vraiment rencontrer le terrain et que le terrain puisse s'inviter aux réunions pour designer un projet de recherche. Donc voilà, pour moi, c'était ça les limites de mon boulot. C'était un piédestal de la connaissance, que tout travail de recherche, son objectif, c'est de rajouter une brique à l'édifice. Et puis, on ne sait pas, quand Einstein a théorisé la relativité générale, en aucun cas, il pensait qu'on pourrait avoir des GPS et qu'on pourrait être géolocalisé sur notre téléphone pour avoir la pub du magasin juste d'à côté. Est-ce que c'est un mieux ? Ceci est une question ouverte. Donc voilà, il n'y a pas de remise en question de est-ce qu'il y a des connaissances utiles, est-ce qu'il y a toute connaissance, on la veut, ou est-ce qu'on souhaite mettre de l'argent public, comment on souhaite dépenser de l'argent public, et surtout qu'il y a plein d'endroits où c'est pas un problème de connaissance, mais c'est un problème de redistribution, c'est un problème aussi de valeurs et d'idéologie, parce qu'en fait, on choisit ou non d'ouvrir des brevets, on choisit ou non que certains médicaments soient remboursés. Enfin, il y a des vrais enjeux aussi à politiser certaines questions. Et la recherche ne doit pas être politique, sinon elle est idéologue et donc elle n'est pas objective. C'est un autre débat. Mais voilà, pour ma part. Ça marche. Merci Lauriane. Alors, du coup, bon, petit panorama c'est toujours la phase déprimante. Si vous êtes habitué à ce type de conférence en général sur la transition, il y a toujours un peu un temps où le début c'est un petit peu déprimant, c'est normal. Mais c'est pour ça qu'on enchaîne un peu sur la phase de finalement on fait quoi maintenant? Alors je vous donne un petit peu le top 3 que j'ai en général avec les profils ingénieurs qu'on a en entretien à l'Institut. En gros, on va avoir le profil faire du bilan carbone, être consultant en analyse de cycle de vie. On se dit c'est un métier qui est quand même très en lien avec les questions environnementales. On en entend de plus en plus parler. Je pense que c'est pas je pense, plusieurs études montrent que c'est un des jobs où ça va embaucher le plus. Donc c'est une première porte. Pour répondre rapidement sur ça, ce que je dis souvent, c'est si vous n'aimez pas les métiers de qualité, si vous n'aimez pas faire du temps sur Excel, vous n'aimerez pas non plus le faire dans le cadre d'un bilan carbone ou d'une analyse de cycle de vie. Cependant, si c'est quelque chose que vous aimez énormément faire, pas de souci, ça peut être une des voies. Mais voilà, il ne faut pas se dire que juste parce que ça contient le mot carbone ou cycle de vie que forcément vous allez vous éclater là-dedans. La question est un peu plus complexe et on va justement en discuter. Après, quand on entend transition et ingé, on se dit transition ingé, c'est forcément de l'éolien et du panneau solaire. Encore une fois, alors ça c'est une toute petite niche, si on veut, et encore, je rentre même pas dans le débat du solaire et de l'éolien, mais voilà, la transition, c'est beaucoup plus large que juste la transition énergétique, et au sein de la transition énergétique, il y a plus large que l'éolien et le panneau solaire. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu envie d'être ingénieur énergéticien, il y a d'autres savoir-faire que juste fabriquer des éoliennes et des panneaux solaires. Et enfin, on a toujours le profil, on connaît toujours l'ami d'amis dont on a entendu parler qui a tout lâché et qui allait ouvrir une ferme dans le Larzac pour faire du fromage de chèvre. Encore une fois, rien n'est impossible, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien choisir cette option. Mais finalement, encore une fois, ça va convenir peut-être à une, deux personnes d'entre vous, mais c'est pas ça non plus le gros du message qu'on dit, par exemple, à l'Institut Transition, quand on vous dit réfléchir à quitter ou pas votre métier d'ingénieur, c'est pas forcément pour dire faut aller vivre dans une ferme dans le Larzac. Ce qui nous intéresse, c'est un peu tout l'entre-deux entre votre métier d'ingénieur actuel et quelque chose qui vous permet d'avancer un peu plus loin dans la transition. Donc, je vais vous donner différents outils à partir de là pour essayer de réfléchir à vraiment vous, où est votre place. C'est-à-dire que mon objectif avec ce webinaire,
c'est pas de réfléchir à où est-ce que tous les ingénieurs doivent aller, quel est le métier qui a le plus d'impact. La question, c'est vous, où est-ce que vous allez vous insérer et qui soit en gros une place que vous trouvez pertinente d'une certaine manière. Et cette réponse, donc là on est une quarantaine dans la salle, bah, cette réponse elle sera différente pour chacun et chacune d'entre vous. Il faut bien avoir ça en tête, ne rentrez pas avec la porte d'entrée de vous dire où est-ce que j'aurai le plus d'impact, mais gardez plutôt en tête où est-ce que j'aurai une place qui sera pertinente pour vous, d'une certaine manière. Et donc, pour essayer de réfléchir à tout ça, si on se dit ben, on veut rester quand même sur une approche de notre futur métier qui soit un peu proche de ce qu'on peut avoir en tant qu'ingénieur plus classique, on va dire, on peut réfléchir par les différentes fonctions que peut faire un ingénieur. Alors là-dedans, on va retrouver des choses comme la recherche qui a été évoquée par Lauriane. Bien sûr qu'il existe de la recherche qui peut avoir un impact social. Il y a des sujets de recherche que vous voyez par exemple à l'heure actuelle en biomimétisme qui sont ultra intéressants. Je ne dis pas que tout ce qui est fait en biomimétique est pertinent. Le militaire fait énormément de biomimétisme. Mais voilà, pour autant, il y a quand même de la recherche qui existe toujours, enfin en tout cas personnellement j'y crois, une recherche qui va être utile, qui va permettre d'améliorer le bien vivre des personnes, de faire avancer des enjeux environnementaux, sociaux. Donc, si l'approche recherche vous parle, n'hésitez pas à aller là-dedans, regarder des organismes comme SoScience, par exemple de Mélanie Marcel, qui réfléchit à ce qu'évoquait Lauriane, à décloisonner un petit peu les labos de recherche, à faire de la recherche ouverte, comme elle dit, et à faire de la recherche surtout qui a une utilité sociale. Donc ça peut rester une piste qui vous intéresse. Après, il y a tout le champ de la conception, et donc avec tout ce qui est en éco-conception. Donc déjà, on va prendre la conception avant de parler d'éco-conception, mais de la conception déjà, ben, c'est réfléchir à quels sont les produits de la transition où on va encore avoir besoin de conception. Donc bien sûr, il y a des vélos, que ce soit pour conception, fabrication, développement. Oui, bien sûr, il y a les vélos, les panneaux solaires, l'éolien, mais il y a plein d'autres choses qui existent. Je peux vous prendre un projet comme l'atelier paysan. L'atelier paysan, par exemple, ils réfléchissent à faire des machines agricoles en low-tech pour en gros redonner de l'autonomie aux paysans français. Et donc là-dedans, les compétences que vous mettez en œuvre, ben, c'est de la conception, c'est de la fabrication, c'est faire des plans, c'est aller dans l'atelier, développer des produits fabriqués. Donc voilà, vous allez retrouver un petit peu toutes ces briques. Dans le cas de l'éco-conception, alors l'éco-conception, il y a tout un boulevard intéressant de mieux faire en faisant de l'éco-conception. Là, toute la question, en gros, c'est à quel niveau d'ambition vous avez envie d'aller. Parce que quand on dit mieux, ben, mieux, ça peut juste être un tout petit peu mieux, améliorer le matériau d'un produit, changer un ingrédient, trouver un fournisseur qui pollue un petit peu moins. Donc ça, c'est un petit peu mieux, mais ça peut aller jusqu'à vraiment changer totalement un système de distribution, faire de l'économie de la fonctionnalité, par exemple. Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est au lieu de vendre un vélo, si on veut, vous faites un système comme le Vélib, le Vélov, où là, vous avez ce que vous vendez, c'est plutôt l'utilisation, plutôt que vraiment le produit en lui-même. Donc voilà, l'éco-conception, je pense qu'il y a plein de jobs qui vont se développer avec cette étiquette d'éco-conception. Toute la question, c'est vous, jusqu'à quel niveau d'ambition vous avez envie de creuser les questions d'éco-conception. Après, finalement, vous allez toujours avoir des métiers qui sont entre deux, qui ne sont pas forcément les métiers auxquels on pense tout de suite quand on a 18 ans et qu'on choisit la filière ingénieur. Mais finalement, là où vous retrouvez énormément d'ingénieurs, ça va être les métiers d'évaluation, d'études, de gestion de projet. Énormément d'ingénieurs qui ont passé 40 ans, quand vous leur demandez c'est quoi leur titre de poste, vont vous dire bon bah je suis chef de projet, par exemple. Donc on va prendre déjà l'évaluation. Donc si on se rapproche de ce type de pratique d'évaluation, bah, c'est là où vous allez trouver finalement ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça va être autant des évaluations d'analyse de cycle de vie, des évaluations de bilan carbone, par exemple,
de qualité de l'eau, vous allez avoir, ça peut être proche de ce que vous avez en QS-HE pour tout ce qui va être bâtiment, par exemple. Donc, l'évaluation dans le domaine de l'environnement, c'est assez classique. Ça fait des années que le métier d'évaluation dans les milieux environnementaux existe. On continuera, ça veut dire que plus on aura des lois qui vont sortir avec des exigences qui vont augmenter, plus en face, on aura des personnes pour évaluer est-ce qu'on rentre bien dans les cases, est-ce que ça nous va. Donc de la même façon, faut vous dire, est-ce que ce métier de base, cette approche, vous parlez, est-ce que c'est une compétence que vous avez envie de réutiliser? Et si c'est le cas, bon, ben, il y a tout un champ autour de ça. Après, vous allez avoir un petit peu voisin de ça tout ce qui va être les études. C'est par exemple les métiers qu'on va trouver chez des personnes qui travaillent à l'ADEME, par exemple. Donc à l'ADEME, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même le gros acteur autour des sujets environnementaux en France. Et donc l'ADEME produit énormément de rapports sur différents sujets. Par exemple, est-ce que la voiture électrique est plus intéressante que la voiture classique? Quel est l'impact du numérique? Quel est l'impact environnemental de la construction de bâtiments? Toutes ces études, bon, bah, finalement, c'est quand même plutôt des profils ingénieurs qui vont les faire. Ça demande de faire pas mal de veille, de monter en connaissance sur des sujets assez techniques. Ça demande de rencontrer pas mal d'acteurs et d'avoir une capacité finalement de remettre tout ça en écrit de façon compréhensible, on va dire. Donc tout ça, ça va être les métiers de l'étude. Et après, on a le métier de gestion de projet. Alors, bonjour, pour réussir à faire une description de la gestion de projet, c'est un peu moi j'appelle ça les métiers, comment dire, les personnes qui mettent de l'huile dans les rouages. C'est les personnes qui font en sorte que les projets avancent et continuent d'aller dans le bon sens. Et finalement, la gestion de projet, alors ça, vous allez le retrouver dans énormément de structures de la transition, de l'économie sociale et solidaire, puisque finalement, dans toutes ces structures, il faut des personnes qui font avancer les projets. Donc ça, c'est en général une compétence qui se recycle assez bien, sans faire de jeu de mots facile. Et après, on a toutes ces compétences auxquelles on ne pense pas, mais que de la même façon, bah, vous avez pas mal d'ingénieurs qui se retrouvent à ce type de poste. Bah, des postes de direction. Donc là, on a quand même en général sur des profils un peu plus seniors, mais voilà, finalement, vous pouvez très bien avoir eu une expérience qui va plus s'approcher de la direction ou du management, on va mettre les deux un peu ensemble, que vous pouvez réutiliser dans des sujets de transition. Vous avez par exemple, nous à Lyon, nous avons les alchimistes sur le compost. Bon, bah, Gaëtan Lepoutre qui a lancé le côté alchimiste de Lyon, bah, c'est quelqu'un qui a un profil ingénieur, mais même s'il a une activité qui va être plus de direction ou de management d'équipe. Après, vous allez avoir bon, bah, du commerce. Bah, le commerce, ça continue. On a pas mal d'ingénieurs qui se retrouvent à être commerciaux. De la même façon, est-ce que, en tout cas sans avoir peut-être l'image négative du commerce, mais vous allez peut-être vous retrouver à développer de la vente de produits ou de services qui sont en lien avec la transition. Et enfin, la dernière brique aussi où on pense pas, auquel on ne pense pas, c'est tout ce qui va être la pédagogie et l'éducation. Donc ça, c'est tous les profils. Alors, je vous parlais de mes collègues de boulot qui sont assez engagés dans la transition. Ben, j'en ai deux, trois qui sont allés partis faire prof. Moi-même, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis pas mal dans l'éducation. Donc il y a aussi tout un pan autour de ça, de dire ben voilà comment est-ce qu'on partage les connaissances et comment est-ce que les connaissances qu'on partage sont aussi plus teintées de sujets de transition écologique et solidaire. Alors, je peux prendre la question qui arrive de Maxime. Donc, quid de la RSE et du job de consultant, pas que pour la réalisation de bilan carbone en mode constat, mais aussi type apporteur de solutions avec une vraie stratégie de résilience. Alors, question en plusieurs étapes sur déjà le quid de la RSE. Alors, la RSE, là, je vais vraiment donner comment dire, mon point de vue personnel de ce que j'ai pu observer dans plusieurs entreprises. La RSE, ça serait un levier
intéressant à la base si elle réalisait ce qui était dit, c'est-à-dire la responsabilité sociale des entreprises. Malheureusement, beaucoup de fois, la RSE manque d'ambition, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une RSE qui est responsable de mettre des corbeilles à papier bleu pour faire le tri du papier dans les entreprises. Donc ça, c'est un petit peu je trouve le côté dommage de la RSE, c'est que des fois, vous avez vraiment une RSE qui manque d'ambition. Là, je caricature, mais des fois, dans certaines boîtes, on est vraiment pas si loin de ça. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment un pied dans la porte. C'est-à-dire que quand on a une entreprise qui a déjà une cellule RSE, ben, c'est un pied dans la porte pour essayer de faire bouger des choses de l'intérieur. Alors que ce soit en tant que consultant qui va travailler avec l'antenne RSE ou que ce soit en tant que personne à l'interne qui va faire bouger tout ça. Et donc là, c'est vraiment, il y a tout un champ, même si la RSE de base, je trouve, n'est pas réfléchie pour être assez ambitieuse. J'ai vu des personnes qui utilisaient cette porte d'entrée pour pouvoir derrière faire des choses qui sont assez intéressantes. Et je trouve que ça s'enseigne super bien avec justement les réflexions que tu creuses dans ton mémoire, Laetitia, autour de finalement, bah, c'est quoi faire bouger des entreprises, l'accompagnement qu'on peut avoir aussi sur ça. Vas-y, je te laisse enchaîner. Oui, bah, du coup, moi, je me retrouve en effet assez bien dans le panorama que tu as pu dresser ça sur les options. Enfin, moi, la première question d'abord que je me suis posée en arrivant à l'Institut, c'est de me dire est-ce que j'ai envie de continuer à travailler dans l'entreprise et dans l'industrie alimentaire. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit on aura toujours besoin de produits transformés. Alors, à moins de se dire qu'on a tous notre potager, qu'on va tous s'acheter uniquement des produits agricoles et qu'on cuisine, ce qui serait un super idéal, mais qui est peut-être pas réaliste, on aura toujours besoin, je parlais de lait infantile en entrée, je crois, ou voilà, de produits de plaisir, de biscuits, de yaourts. Donc, ça rejoint le point d'avoir des produits qui sont ce qu'on pourrait appeler des produits nécessaires. Tous les produits alimentaires du marché sont clairement pas nécessaires. Mais voilà, déjà, je me suis dit, il y a un besoin quand même toujours d'avoir cette industrie de transformation. Donc, d'où pour moi, du coup, le point de se dire bah, comment est-ce que je peux l'accompagner à ce que les produits alimentaires dont on a besoin, bah, en fait, ils soient faits de façon soutenable. Du coup, moi, alors c'est toujours en réflexion, mais dans mes réflexions, c'est de me dire comment est-ce que je peux du coup accompagner des acteurs classiques. Et je pense il y a un gros enjeu que tu as nommé éducation. Il y a un énorme enjeu en effet d'apporter des connaissances sur l'impact environnemental des matières premières aux produits finis. Et pour moi, du coup, ce serait une opportunité du coup, de pouvoir combiner à la fois mes connaissances de l'agro avec la compréhension aussi des enjeux écologiques. Ça pourrait être aussi de pousser ces acteurs à aller vers l'éco-conception, mais comme tu disais, je pense de le faire de façon mesurée, déjà d'éco-concevoir un produit qui a du sens. Et puis après, il y a autre chose que j'ai exploré cette année aussi, c'est qu'il y a beaucoup aussi de structures qui se montent ou même dans des entreprises classiques, en fait, de changements d'activité qui s'opèrent. Il y a par exemple dans l'agroalimentaire une énorme opportunité dans la valorisation de coproduits. Donc comment le déchet d'une industrie devient une matière première pour l'autre. Il y a des gros enjeux de circularité. Il y a des entreprises qui s'emparent du sujet, des entreprises classiques comme des nouvelles entreprises qui vont monter leur modèle là-dessus. Et ça, du coup, je trouverais que ce serait aussi un super, une belle façon de contribuer aussi à la transition, de pouvoir accompagner ces entreprises qui valorisent des coproduits et donc là, peut-être mettre des compétences plus commerciales pour les aider à grossir et à remplacer des produits équivalents. Donc oui, ça rejoint le fait que je pense qu'il y a pas mal de choses, moi je suis convaincue qu'on peut faire. En tout cas, moi, c'est le challenge que je me lance, que dans l'industrie alimentaire, il y a des opportunités, et notamment autour de la circularité et de la valorisation de coproduits, qui a un lien direct avec, en tout cas, l'atténuation ou qui a un lien avec la transition écologique. J'ai répondu à ta question. Ouais, nickel. Et du coup, un peu pour compléter ce que tu disais, Maxime, j'aurais pu faire même une petite bulle accompagnement parce que clairement,
va y avoir vraiment besoin d'aide pour accompagner ces entreprises qui se rendent compte quand même petit à petit des enjeux. Mais voilà, avec cette posture d'accompagnement qui est des fois un pied dedans, un pied dehors de la structure et qui est assez particulière. Et donc voilà, quand on réfléchit évaluation et co-conception, c'est toujours de se dire comment on peut proposer des choses, mais faire en sorte que vraiment ça prenne dans la structure. C'est toute une pratique à développer et on identifie pas mal de personnes déjà même au sein de l'institut qui sont allées vers ce type de métier d'accompagnement du coup à avoir moins d'impact environnemental. Un développement fort des bureaux de conseil. Alors oui, de toute façon, il y a quand même pas mal, on parlait de l'ADEME, par exemple. L'ADEME a énormément de fonds, enfin énormément, en tout cas débloque des fonds. Si par exemple vous voulez mettre en place une stratégie d'éco-conception, vous pouvez faire financer jusqu'à 70%, 75% vos frais d'études, on va dire, par l'ADEME. Vous avez même, par exemple, là, la métropole de Lyon, ils ont débloqué des budgets si vous voulez lancer un bilan carbone ou si vous voulez faire une analyse de cycle de vie au sein de votre structure. Donc, c'est des petites enveloppes plutôt. Mais voilà, pour encourager, en fait, à faire tout ça, ce qui fait que, en tout cas, tous les bureaux de conseil dans ACV, bilan carbone que j'observe, sont quand même plutôt en bonne croissance, on va dire, ont tendance à pas mal se développer. Après, c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait derrière. On voit aussi beaucoup d'entreprises qui font ces analyses ou qui demandent qui font intervenir des consultants. Et derrière, en fait, ça fait rien. On l'a fait pour cocher les cases, parce que par exemple, le bilan carbone est obligatoire dans pas mal de cas. On le fait pour cocher les cases, mais il se passe rien derrière. Parce que tout ça, ça porte bien son nom, c'est de l'évaluation. C'est-à-dire que ça ne va pas derrière vous indiquer ce qu'il faut faire, et ça va encore moins vous contraindre à le faire. Et donc c'est bien ça, souvent la limite qu'on peut observer avec ce type de poste. Alors, la grande question qui reste pour toutes ces compétences ou fonctions que vous pouvez avoir, c'est surtout à quel projet cela contribue. Vous pouvez faire de l'éco-conception, si votre but c'est de faire de l'éco-conception de bouteilles d'eau en plastique, on reste sur un projet qui n'est pas très très intéressant, d'une certaine façon. Et donc ça, c'est vraiment le piège à bien garder en tête. C'est pas parce que vous faites de l'éco-conception, c'est pas parce que vous faites de l'analyse de cycle de vie, ou quoi que ce soit, que vous contribuez à un projet qui a du sens, d'une certaine manière. Si je prends une façon encore plus provocante, c'est Aurélien Barraud qui dit ça souvent. Si on fait des bulldozers qui sont green, qui sont électriques, etc., mais que c'est quand même des bulldozers qui rasent l'Amazonie, dans tous les cas, c'est pas responsable. On est d'accord que ça ne va pas dans la bonne direction. Donc, bien essayer de toujours garder ça en tête, de vous dire à quel projet cela contribue et est-ce que ce projet, produit, service, quoi que ce soit, est censé exister. Si la réponse est non, arrêtez de contribuer à cela. Sur ce sujet, on a un prochain webinaire à l'Institut aussi qui va arriver, qui est sur quitter ou rester dans sa boîte, où on va pas mal parler de ce sujet, de quand est-ce que c'est pertinent de continuer à rester dans sa boîte pour la changer. Et des fois, si c'est pas pertinent, c'est pas grave, on la quitte. Et on la quitte, comme dit Caroline, en faisant du bruit et en partageant notre pourquoi. Moi, c'est ce que j'appelle partir avec panache. Mais partir avec panache, ça a toujours un impact, ça fait des répercussions. Moi, je lui disais, on était deux collègues à être partis en même temps. Bon, l'année d'après, les 7-8 avec qui on avait des discussions à midi, plus personne n'était en poste. Et aujourd'hui, c'est on a des personnes qui sont art thérapeutes, on en a un qui est maraîcher, il y en a un qui est restaurateur végétal. Donc voilà, ayez confiance aussi en justement les rebonds que ça peut faire derrière que vous ne voyez pas forcément. Alors une autre grille de lecture que vous pouvez avoir si vous vous dites voilà, je veux rester un petit peu quand même dans la technique, c'est de garder en tête, de vous dire à quelle future technique vous avez envie de contribuer. Pour ça, il y a une grille que je vous propose qui peut être pas trop mal pour réfléchir ça. En gros, il faut vous dire, on aura toujours besoin d'optimisation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent exister. Ce sont des sujets, par exemple,
de la santé, sur des sujets de comment on chauffe des bâtiments, de comment on utilise l'énergie, bah là, il y a des questions d'optimisation qui vont rester et donc qui correspondent à faire mieux ce qui doit être mieux fait, d'une certaine manière. Et donc faire en sorte qu'on utilise le moins d'énergie et de ressources pour faire certaines choses. Et donc là, bah, c'est de l'optimisation. Il y a tout un tas de métiers qui restent là-dedans et où on peut très bien trouver du sens. Pour moi, ça me paraît cohérent. Et ces différents futurs techniques ne sont pas forcément opposés. C'est juste qu'il faut se dire, bah, au sein de l'optimisation, il y a des choses qui doivent être optimisées. Dans d'autres cas, il y a des choses où il va falloir bifurquer, ça veut dire que les choses doivent être faites différemment. Donc là, c'est un peu ce que tu évoquais, Laetitia, c'est par exemple réfléchir à plus de circularité, par exemple. De dire qu'on a beaucoup réfléchi à notre production de façon linéaire, en gros, extraction de matière, transformation, utilisation et déchets. Mais voilà, réfléchir à comment on peut le faire de façon plus circulaire. Quand on prend des choses qui doivent être faites différemment, bah, on parlait du compost tout à l'heure, ça peut être des choses qui peuvent, où on se dit, mais en fait, faut bifurquer de comment on voyait le déchet organique pour aller vers une approche qui serait plus proche du compost, par exemple. Donc ça correspond à ce qui doit être fait différemment. Et là-dedans, vous allez aussi trouver tous les courants qui vont être, par exemple, proches de la low-tech. De se dire, bah voilà, on va arrêter de se dire que, par exemple, la question du déplacement doit forcément être sur une histoire de faire des véhicules qui utilisent moins d'essence. En fait, c'est peut-être tout simplement réfléchir au sujet du déplacement avec une approche beaucoup plus low-tech, comme des entreprises type Gazeltech, mais tout comme tout le champ du vélo qu'on peut avoir, bien sûr. Donc voilà, c'est ça qu'on va trouver dans de la bifurcation, c'est d'avoir se dire, ben, on prend un même problème, mais on y répond de façon différente, on va dire. Et donc là-dedans, le champ des possibles est vraiment assez large. Je pense que c'est des choses, on s'en rend pas trop compte quand on n'est pas forcément dans le secteur de la transition. Et je vois les apprenants qui prennent des mémoires qui vont un peu dans ce sujet de comment on fait différemment, ont souvent pas mal de surprises de dire, bah voilà, il y a des approches qui sont assez différentes et il faudra voir celle qui vous correspond, on va dire. Il ne faut pas que tout soit en low-tech, par exemple. Si je prends la low-tech, je parle souvent en low-tech parce que c'est un peu mon dada. Mais il ne faut pas que tout soit en low-tech, mais il faut que ceux qui ont envie de contribuer à la low-tech mettent de l'énergie à développer la low-tech sur des produits où c'est pertinent de faire de la low-tech. Mais sur d'autres produits, ça sera peut-être plus de la circularité. Sur d'autres produits, ça sera plus de travailler en libre, de façon collective. Donc voilà, il y a plein de choses différentes. Après, quelque chose, les deux derniers qu'on évoque un petit peu moins, ben, il y a aussi toutes les questions autour de la fermeture. Ce à quoi on va devoir renoncer, ça va être par exemple des questions de démantèlement qu'on va avoir, penser des fermetures de stations, des choses comme ça. Donc il va y avoir aussi tout un champ de l'ingénierie et de la technique qui va être ce travail de, ben oui, on a conçu, on a fabriqué énormément de choses, on a développé énormément de choses, ben maintenant il va aussi falloir mettre de l'énergie à faire la fermeture de plusieurs de ces produits ou services. Et c'est pas juste arrêter de les utiliser, ben c'est aussi penser derrière qu'est-ce qu'on en fait aussi, quoi. Donc que ça soit sur les réutiliser différemment, faire en sorte qu'on ait des déchets d'infrastructure, si on veut, qui soient les moins polluants, faire en sorte qu'on pense tout à un tissu salarial qui soit réorienté vers autre chose. Donc voilà, il y a de plus en plus d'actions qui vont dans ce sens de la fermeture, les mots-clés que vous avez autour de ça, c'est redirection, renoncement, fermeture. Donc il y a tout un champ autour de ça qui se développe. Et la quatrième approche que vous pouvez avoir, c'est aussi toutes les questions d'adaptation. Qu'est-ce qui fait que, ben, par exemple, si on prend le sujet climat, on se rend compte bien des enjeux climat qui sont en cours et on se doute bien qu'on va pas réussir à faire un virage à 180 degrés sur cette question. Donc, il va falloir s'adapter aux conséquences du changement climatique. Et donc là, vous allez avoir aussi toutes les questions qui vont venir. Ben, par exemple, si on reste sur cette question climat, montée des eaux, bon, bah, comment on change toute l'habitation côtière, par exemple. Donc vous allez avoir beaucoup d'enjeux techniques qui vont être liés
à l'adaptation, de comment on s'adapte aux différents impacts environnementaux qui vont venir et aussi aux impacts sociaux qui sont bien derrière. Donc ça, en gros, ça vous amène à vous dire, bah voilà, la technique va être amenée à évoluer. Où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie et quelle vision de la technique vous paraît pertinente, et vraiment essayer de vous décaler de tous ces discours, on va dire, où on dit non, il vaut mieux la sobriété, non, il vaut mieux l'optimisation technique ou le solutionnisme technique. Enfin, il faut vraiment vous dire que c'est pas une question binaire, en fait. C'est pas une question de vous dire, bah, bien sûr, il y a des gadgets qu'il faut arrêter ou il faut tendre vers plus de sobriété sur énormément de domaines, mais on a des domaines aussi où il faut avoir de l'optimisation. Et à contrario, ben, il ne faut pas penser qu'un solutionnisme technique pourra nous sauver de toutes les problématiques. Le mix où on s'en sortira, en gros, qui nous donne le plus de chances de s'en sortir, c'est d'aller viser un petit peu dans ces 4 tableaux, de penser de l'optimisation, de la bifurcation, de la fermeture et de l'adaptation. Et après, à vous de voir, en fonction de ce qui vous parle, où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie. Et c'est ça, quand je vous parlais de vous dire bah, où est-ce que vous vous sentez pertinent, ces quatre questions ont de l'impact. La question, c'est vraiment plus vous, qu'est-ce qui vous paraît pertinent et qu'est-ce qui vous plaît, où est-ce que ça vous plaît de mettre votre énergie, on va dire. Donc c'est comme ça un peu que vous pouvez lire cette grille. Et en tout cas, de vous dire que vraiment, quand je vois les apprenants de l'Institut, c'est des réponses assez différentes à chaque fois. Ce qui permet d'enchaîner sur une autre thématique, de vous dire un peu comment vous avancez vous derrière dans votre parcours de transition. Donc là, on s'est approché de questions techniques, on a évoqué un petit peu avec, si on voulait garder un lien technique, mais si on ouvre la question de manière un petit peu plus large, en fait, finalement, vous pouvez aussi très bien ne pas travailler sur des questions techniques et faire vraiment un pas de côté par rapport à, en gros, les sujets sur lesquels vous avez travaillé. J'aime bien poser par exemple aux étudiants la question de pourquoi vous avez voulu être ingénieur. Et vous avez toujours ces quelques profils qui se disent en fait, moi ingénieur, je suis un peu là par défaut, c'est un peu un non-choix, mais la technique, la science, tout ça, ça me parle sans plus. C'est juste qu'il s'avère que je suis assez douée pour pouvoir faire mes études là-dedans, mais c'est pas quelque chose qui m'anime. Et donc, quitte à réfléchir une transition pro et à changer de métier, n'hésitez pas à ouvrir large. Très souvent, quand j'ai des ingénieurs en rendez-vous d'orientation avec une nouvelle voie, je leur pose la question de dire est-ce que vous voulez rester dans la technique? Est-ce que vous voulez quitter la technique? Et j'ai un petit peu des deux en général comme profil. Et pourquoi est-ce que cette question elle est importante? Là, on touche, on va dire, beaucoup de la philosophie qu'on a à l'Institut de Transition. C'est ce en quoi on croit à l'Institut de Transition, c'est de se dire que les personnes, elles auront de l'impact, elles seront pertinentes dans leur engagement dans la transition si elles arrivent à travailler en lien avec ce qu'on appelle, nous, la boussole intérieure. La boussole intérieure, en fait, finalement, on dit qu'elle a 2 aiguilles. On a une première aiguille qui est un peu de se dire, c'est quoi les valeurs ou les sujets qui animent la personne. C'est ce que Suzanne vous a évoqué un petit peu tout à l'heure, de dire, voilà, en fait, ce sujet des injustices, c'est quelque chose de fort qui va l'animer. Et donc, nous, à l'Institut, on a toujours encouragé à ce qu'elle creuse cet aspect-là, puisque ça correspond à sa première aiguille. Donc vous, de la même façon, réfléchissez en premier point, de vous dire, quelles sont, vous, les valeurs, les sujets qui vous animent? Est-ce que c'est en lien avec votre expérience passée? Par exemple, Laetitia disait, je reste un petit peu dans l'alimentaire, parce que finalement, c'est quand même un sujet qui te parle, d'une certaine manière. Et donc, tu es resté aussi dans l'alimentaire parce que tu aimes bien le sujet de l'alimentaire, malgré tout. Donc voilà, voir, en tout cas, en vous ouvrant cette question de la manière la plus large possible, quels sont ces sujets qui vous animent et sur lesquels vous avez envie de travailler. Et la deuxième aiguille, je pourrais l'expliquer en disant ce qui vous plaît de faire. Quelles compétences vous avez envie d'utiliser
et est-ce qu'elles sont en lien avec ce que vous faisiez avant ou non. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir réutiliser, recycler, que vous aimez bien faire dans soit votre poste actuel ou votre ancien poste, ça dépend un peu de où vous en êtes sur votre parcours de transition. Mais par exemple, des échos que je peux avoir, ça va être, moi, dans mon ancien poste, par contre, j'adorais être en lien avec les équipes et faire bouger les équipes. Ce côté humain, c'est quelque chose que la personne veut garder, par exemple. Ou vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, mais moi, en fait, j'adore résoudre les petits problèmes. J'adore avoir ce côté il y a quelque chose qui bloque dans une machine, j'y réfléchis, je regarde comment je fais en sorte que ça fonctionne, je creuse, j'inspecte. Et donc ça, on va plutôt s'intéresser aux compétences que vous avez envie d'utiliser. Et donc ça, c'est 2 questions qui peuvent vraiment être intéressantes à vous poser pour essayer d'identifier votre boussole intérieure. Et c'est ce qui vous permet après de choisir un peu des sujets ou des engagements qui peuvent vous parler. Et donc pour illustrer ça, parce que ça peut être quand même un petit peu flou, pour illustrer ça, je vais proposer à Suzanne et Lauriane de vous expliquer un petit peu, elles, où sont leurs engagements actuels et comment elles s'y retrouvent avec ces 2 aiguilles de boussole. Suzanne, tu veux commencer pour expliquer tes engagements actuels et où est-ce que tu as trouvé un certain équilibre? Oui, et ben du coup, effectivement, moi, l'aiguille un peu valeur qui m'a orientée et puis qui continue de m'orienter, c'est effectivement, c'est la question des inégalités de tout type, en fait. Et au début, c'est vrai que je savais pas trop comment exploiter ça, parce que comme je disais, j'avais l'impression que c'était en rupture totale avec mon métier. Enfin voilà, c'est des questions qu'on n'aborde pas forcément à aucun endroit. Enfin voilà, j'avais l'impression que c'était à aucun endroit quand on parlait notamment d'ingénierie de numérique, etc. Et puis en fait, j'ai commencé à chercher quand même. Et en fait, il y a plein d'associations qui s'intéressent aux inégalités que produisent le numérique, soit qui produisent le numérique ou soit qui sont dans le numérique. Et en fait, voilà, j'ai beaucoup appris sur ça. Je me suis beaucoup engagée dans plusieurs associations qui faisaient ça bénévolement. Et voilà, en fait, moi, je me suis rendu compte que vraiment, en tout cas, là où j'avais envie de transitionner professionnellement, c'était vraiment sur cette question du sens. Et pour moi, le sens, c'était l'utilité sociale qu'il y a derrière mon action, plus que ce que je vais en faire. Après, bien sûr, c'est important que ça nous plaise aussi ce qu'on va faire, sinon on va pas le faire longtemps. Et du coup, voilà, du coup, c'était vraiment ça. Et moi, en fait, j'ai assez vite compris que voilà, c'était plutôt dans le monde associatif et dans le monde associatif qui s'occupe des questions d'inégalité que j'allais pouvoir m'engager. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé notamment une association à Lyon qui travaille sur donc ce dont je parlais un petit peu au début. Ça s'appelle l'écologie décoloniale. Donc vraiment l'écologie, comment en fait les inégalités nord-sud ont des impacts en fait écologiques sur l'environnement et aussi comment ces inégalités elles impactent plus fortement certaines populations que d'autres et comment on agit dessus. Donc c'est vraiment ça. Et en fait cette association elle travaille, il se trouve sur justement les questions du numérique. Donc en fait comment en fait nous en tant que consommateurs et producteurs finalement aussi d'appareils électroniques, on a une responsabilité sur notamment des situations de conflit, de guerre dans d'autres régions, notamment la région des Grands Lacs en Afrique. Donc voilà. Et voilà, ça c'est une association dans laquelle je suis bénévole aujourd'hui où voilà, je suis bénévole pour faire à la fois de la sensibilisation sur ces questions, donc voilà, un peu le côté éducation du tableau qu'il y avait juste avant, et puis aussi de la gestion de projet finalement, donc en fait comment on fait avancer certains projets qu'on a, des activités qu'on veut développer, et effectivement tout ce que j'ai appris dans mes anciens
dans mes anciens jobs de gestion de projet informatique, finalement, je le réutilise un petit peu pour, tenir le cap de ces projets qui sont pas faciles à entreprendre et qui demandent du temps. Et en fait, il faut vraiment avoir une méthodologie pour aller au bout, quoi. Et donc, voilà, c'est ça que je peux amener dans cette association. Donc ça, c'est bénévole. Et j'ai aussi une activité salariée, du coup. Et pareil, en fait, dans mon activité salariée, je voulais vraiment que cette question des inégalités sociales se soit au cœur. Enfin voilà, j'avais besoin en fait moi que mon activité elle soit orientée vers ça. Et donc j'ai trouvé aussi une association qui travaille donc sur le logement des jeunes. Donc c'est un truc c'est autre chose encore, mais qui travaille sur les inégalités, enfin sur sur les inégalités sociales et comment on fait en sorte que tout le monde ait accès au même droit au logement notamment. Et donc là, dans cette association, moi, je suis retournée finalement à mon métier de base qui est en gros la gestion de projet informatique. Et donc c'est ça que je fais dans cette association. Et pour laisser le temps de faire les deux, je suis à mi-temps en fait dans cette association en tant que chargée de mission système d'information. Et dans mon autre mi-temps, du coup, je suis bénévole dans l'association Génération Lumière dont je viens de parler et dans d'autres aussi. Voilà. Yes. Donc, Génération Lumière et logement, donc un mix. Alors, ça, on en parlera dans un des autres webinaires de l'Institut, mais c'est vrai que vous pouvez aussi vous retrouver avec des mix. C'est ça que je trouvais intéressant dans ton témoignage aujourd'hui, de dire, ben voilà, des fois, vous avez peut-être des projets où vous vous dites, en termes de sens, c'est top, mais il n'y a que du bénévolat à l'heure actuelle. Ben voilà, comment est-ce que finalement vous pouvez faire un mix d'une activité qui fait sens et qui, même ton engagement salarié, fait sens pour toi à l'heure actuelle. Et avoir ce mix d'une activité salariée et d'une activité peut-être plus associative ou plus plaidoyer ou plus lobbying qui peut vous parler aussi. Lauriane, toi, où en es-tu maintenant par rapport à tous ces sujets? Du coup, moi j'avais comme valeur phare donc la santé et en particulier donc les inégalités sociales de santé. Et actuellement, je suis présidente du centre de santé communautaire et planétaire de Bron. Du coup, c'est un centre de santé avec 5 médecins généralistes qui a ouvert en novembre. Donc Bron, c'est une ville à côté de Lyon. Je ne sais pas si tout le monde est lyonnais dans la salle, mais du coup, où en gros, il y avait quand même un désert médical assez important avec 2 quartiers en priorité de la ville, avec des grosses problématiques d'accès à un médecin traitant. Donc du coup, c'est aussi pour ça que ce territoire a été choisi. Donc voilà, donc là, il y a 5 médecins qui sont arrivés, donc en secteur 1, avec carte mutuelle, enfin pas de dépassement d'honoraires, etc. Et en fait, dans ce centre, on essaye de mettre en place aussi vraiment la définition de la santé de l'OMS, c'est-à-dire un complet bien-être à la fois physique, social et mental. Donc du coup, on a ce qu'on appelle des ateliers de santé. Du coup, c'est des ateliers en groupe où on va discuter de thématiques très très larges. Cet après-midi, j'animais un groupe sur l'alimentation. Et du coup, il y a donc c'est tous des ateliers gratuits où des personnes qui sont au centre viennent pour poser toutes leurs questions sur l'alimentation. On essaye des fois déconstruire certains préjugés, mais aussi répondre à des questions de voilà, moi on m'a dit que quand on est végétarien, on manque de fer, on manque de magnésium, et ben on essaye de répondre, est-ce que cet aliment c'est bon, j'ai entendu ça, qu'est-ce que c'est vrai, pas vrai, essayer de partir des questions des personnes. Donc moi, c'est pour l'instant un engagement que je fais bénévolement, qui m'apporte beaucoup. J'ai rencontré plein de gens super top et je me rends compte que voilà, il y a une autre façon de faire de la santé, une autre façon de faire de la santé sociale, parce que voilà, on a tout un aspect avec une médiatrice santé qui est un véritable enjeu. On a deux gros axes, on va dire un axe genre et santé, et comment le fait qu'on soit une femme, le fait qu'on soit homosexuel peut avoir un impact sur notre santé et être des freins en fait à l'accès à la santé, et un accès fort sur du coup
comment certaines inégalités sociales vont aussi induire déjà un plus mauvais état de santé. Quand le boulot est épuisant, quand on vit dans un logement insalubre, quand l'accès à une alimentation saine et bio, en fait, il y a un facteur financier. Enfin voilà, on essaie de trouver pas mal de choses à mettre en place en amont. Donc je m'y épanouis grandement. Je vais voir à essayer de peut-être faire un mi-temps là-bas, voilà, parce qu'on a tous besoin de remplir le frigidaire. Donc il y aura une question à un moment de trouver un boulot salarié. À côté de ça, moi cette année, j'ai repris mes études. Donc je suis en M2 en santé environnementale. Et avec une idée, voilà, comme disait Isa sur le tableau de recherche, j'ai pas complètement abandonné la recherche. C'est quand même un domaine qui m'intéresse beaucoup. J'ai changé par contre fondamentalement de domaine de recherche. Et mon idée, ça serait de plutôt essayer de faire ce qu'on appelle de la recherche-action, c'est-à-dire une recherche beaucoup plus proche du terrain avec et pour les gens, et de faire une recherche-action sur les thématiques des inégalités sociales de santé et qu'est-ce qui est mis en place dans la métropole, en particulier par le tissu associatif, pour répondre à ces questions, parce que c'est un milieu qui bouge beaucoup, avec beaucoup de possibilités beaucoup de flexibilité, beaucoup de plasticité et de rapidité dans l'action qu'une institution publique, par exemple, n'aura pas, parce qu'il y a une inertie un peu plus importante. Et comment, en fait, il y a plein de choses qui existent. Comment est-ce qu'on pourrait généraliser certaines choses? Comment est-ce qu'on pourrait essaimer? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Voilà, faire un peu de ce qu'on appelle de l'EIS, de l'évaluation d'impact en santé, mais sur le tissu associatif ESS lyonnais. Donc ça, c'est plutôt sur un aspect de recherche que j'aimerais mettre en place dans les mois à venir. Voilà. Yes, super. Alors, n'hésitez pas, là, on va passer. Enfin, j'ai une dernière partie à montrer, mais si vous avez des questions ou s'il y a des points que vous n'avez pas forcément compris dans le témoignage des filles, c'est qu'à force, vous devenez tellement experte de vos sujets que je me dis que des gens qui ne sont pas sur vos sujets, ça peut être un peu flou quand on entend inégalité sociale de santé ou industrie décoloniale, des choses comme ça. Voilà, si vous êtes un petit peu dépassé, n'hésitez pas, les filles pourront vous donner plus de détails aussi. Et donc, alors, il me restait à vous partager 2 slides qui peuvent me paraître intéressantes pour vous. En gros, on a fait une étude sur 30 personnes qui avaient transitionné, de comprendre c'était quoi les freins et les leviers à une transition pro, environnementale et sociale. Donc, je vais vous partager le gros des apprentissages. On le voit aussi, là, maintenant, on a près de 140 personnes qu'on a accompagnées à l'Institut, dont 40 ingénieurs. Donc, on voit souvent des freins et des leviers assez similaires. Et donc, vous pouvez peut-être vous reconnaître là-dedans. Dans les freins qu'on voit souvent, c'est le temps. Alors, je pense que ça me paraît toujours intéressant d'en parler, c'est que souvent, qui plus est quand on a été dans un profil un petit peu bac+5 grande d'études, on a été un peu sur un rythme de l'autoroute, certains se reconnaîtront peut-être là-dedans, de l'autoroute de voilà, vous faites vos études, vous en sortez bien, vous avancez, vous rentrez dans votre job que vous n'avez pas trop galéré à trouver, et hop, la locomotive avance. Et alors, s'il y a bien un retour que je peux vous faire de ce qu'on a pu observer à l'Institut, c'est vraiment le temps de la transition. C'est-à-dire que ça prend du temps de changer de voie, ça prend du temps de creuser les sujets qui vous parlent. Vous voyez, par exemple, des sujets comme Laetitia, Suzanne, Lauriane, c'est des sujets, vous n'allez pas tomber dessus en un claquement de doigts. Ça va vous demander, bien sûr, du temps pour monter en connaissance, mais ça vous demande aussi le temps de ce que j'appelle être en PLS dans votre lit. C'est-à-dire, voilà, le temps où vous déconstruisez les connaissances que vous avez, vous avez des apprentissages qui vont vous faire des grandes claques. Voilà, ça demande du temps, un peu tout ça à absorber, à se sentir bien et à choisir où est-ce que vous avez envie d'aller. Donc voilà, ne jamais minimiser et ne jamais culpabiliser du fait que oui, ça prend du temps de transitionner, mais vaut mieux prendre ce temps pour transitionner que finalement rien faire, quoi, d'une certaine manière. Après, un des freins qu'on peut avoir souvent, c'est la légitimité, de se dire un peu qui on est pour aller sur ces sujets. C'est vrai que voilà, quand on a une formation technique, on se dit à quel moment est-ce que je vais travailler sur des sujets sur l'environnement. Ça faisait
on a eu quelqu'un, ça faisait plusieurs années qu'elle travaillait dans le pétrole. Elle disait bon bah voilà, maintenant comment je vais faire pour travailler dans l'environnement, ça risque de paraître un petit peu dissonant. Lauriane, peut-être tu peux témoigner un peu d'arriver sur des sujets sociaux. Ça peut être compliqué au début de trouver sa légitimité sur ça. Si tu veux me dire. Oui, totalement. Bah, je pense que moi, c'est aussi pour ça que je me suis engagée dans un deuxième master, parce que j'ai encore un peu ce frein-là, même si on l'identifie, même si on se connaît soi-même, des fois c'est un petit peu dur de ne pas tout de même tomber dans des vieux patterns du diplôme qui aident à se justifier. Ouais, la légitimité, c'est effectivement assez compliqué. Après, en fait, au début, je me disais, mais je vais pas pouvoir répondre. Je me voyais pas du tout animer un temps collectif sur une thématique de santé où j'ai à peine effleuré le sujet. Et en fait, la plupart du temps, les gens, ils sont hyper contents de répondre. Ils sont très contents d'avoir une oreille juste là pour écouter leurs questions. Et en fait, des fois, j'ai aussi le droit de dire, celle-là, je connais pas la réponse. Venez la semaine prochaine au prochain atelier et j'essaierai d'avoir une réponse plus construite. Et enfin, c'est une image qui m'a beaucoup parlé dans ton cours Isa l'année dernière, c'est cette image de la porte automatique, de la porte qui semble fermée. Et puis, il faut vraiment qu'on s'approche pour que le détecteur nous voie et que la porte s'ouvre. Et pour moi, c'est vachement ça, en fait, cette question de légitimité. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où, en fait, notre légitimité, de par notre parcours de vie, de par être un citoyen, de par notre quotidien, elle est déjà énorme, en fait. Et éviter de tomber dans l'idée qu'il faut que toute question nécessite un expert. C'est aussi quelque chose, pour moi, que j'ai pas mal déconstruit. Parce que l'expert aura une connaissance peut-être technique, scientifique, mais aucun expert ne pourra vous dire ce que ça fait que d'être un SDF, en fait. Vous pourrez avoir des chiffres, il pourrait y avoir des stats, il pourrait y avoir beaucoup de choses, mais ce que montre le projet sur différents projets de recherche là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on met autour de la table une personne qui a vécu dans la rue ou alors qui a vécu des situations de ce qu'on appelle le chômage de longue durée, et en fait, c'est un témoignage de ce que cela fait sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la reconnaissance sociale. Et ça, c'est des choses que jamais un expert qui aura passé beaucoup de temps à l'étudier en disant il y a tant de pourcents de personnes qui vivent dans la rue, il y a tant de pourcents de chômage, le profil type d'un chômeur, c'est 30 ans, telle étude, machin. Il y a une réalité de vie qui ne pourra jamais être traduite. Et en fait, c'est cette réalité de vie qui donne la légitimité de parler de ce qu'on vit. Et du coup, si vous êtes hyper touché par une problématique environnementale et que dans votre quotidien, vous la vivez, ça vous donne une légitimité de prendre la parole et de vouloir agir dessus. Yes. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça l'approche qu'on a à l'Institut, c'est de vous dire, vivez des choses, passez à l'action, rencontrez des personnes. Tout ça, ça construit votre légitimité. Par exemple, nous, c'est dans le cadre des missions quand on met les personnes à l'action. Et donc voilà, c'est toujours de se dire, bien sûr, il y a le côté connaissance, mais il y a plein de choses qui vous aident à construire votre légitimité. Et les personnes oublient, d'une certaine manière, dans le sens, oui, bien sûr, vous avez vos expériences précédentes, mais si pendant un an, vous montrez que vous avez discuté avec des personnes, que vous avez contribué à des projets qui sont en lien avec justement votre boussole intérieure, votre légitimité, elle se gagne aussi, je ne vais pas dire facilement, mais elle se gagne. Il faut juste un petit peu tremper le maillot quand même. Et enfin, alors un des freins qu'on a aussi souvent, c'est la connaissance des possibles. C'est de se dire, voilà, quels sont les métiers qui peuvent exister, les engagements. Je prends souvent cette métaphore des lunettes, de se dire que au début, quand on n'est pas dans le milieu de la transition, on a l'impression qu'il n'y a rien qui existe. Et à un moment, petit à petit, plus on creuse là-dedans. Et c'est comme si on mettait des lunettes et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'organisations qui sont des assos, mais il n'y a pas que des assos, mais des assos, des entreprises, des projets autour de vous qui étaient même dans votre rue des fois, certaines fois,
et que vous vous rendez compte qu'ils sont sur des sujets qui peuvent vous parler, qui ont des métiers que vous n'imaginez pas. Donc il y a vraiment aussi, on parlait de temps tout à l'heure, et le temps d'aller creuser un petit peu tout ça et d'avoir connaissance des possibles. Et donc par rapport à ça, un peu trois leviers, conseils que je pourrais vous donner, n'hésitez pas à choisir un thème. Vous n'allez pas couvrir tous les thèmes de la transition écologique et solidaire. Je pense qu'il faut plus d'une vie pour faire ça. Donc choisissez le thème qui vous parle. Vous pourrez raccrocher 1, 2, 3 thèmes aussi avec le temps. Mais c'est ça qui vous aidera à vraiment aller en profondeur sur un sujet, connaître les acteurs de ce sujet. Et donc voilà, le but n'est pas d'être exhaustif, encore une fois, le but est d'être pertinent dans vos engagements. Et ça passe aussi par un petit peu de restriction, même si on va dire on sait très bien que tout cela s'insère dans quelque chose de beaucoup plus systémique. Le deuxième conseil, de vraiment passer à l'action, ça veut dire lancez-vous, n'attendez pas d'avoir toutes les connaissances, la légitimité nécessaire. Passez à l'action, que ça soit vous engager dans des projets, mais que ça soit aller dans de la formation, comme disait Lauriane, aller rencontrer des personnes, mais vraiment ce côté de se mettre en mouvement, plutôt que juste lire et engranger de la connaissance. C'est le même conseil si jamais vous êtes un petit peu sensible à de l'éco-anxiété. Le premier conseil par rapport à l'éco-anxiété, c'est de se mettre en action. C'est ce qui permet de faire passer les phénomènes d'éco-anxiété, plus que tout autre conseil qu'on pourrait vous donner. Et enfin, le troisième point que j'ai évoqué plusieurs fois, c'est rencontrer des personnes. Clairement, n'hésitez pas, si vous avez des personnes qui ont des projets qui vous intéressent, demandez d'aller prendre un café, d'aller discuter. Beaucoup de personnes de la transition sont, enfin je dirais même quasiment tout le monde est ouvert à aller prendre ça. C'est plus une histoire de temps et d'agenda. Mais bien sûr, si vous dites que voilà, vous réfléchissez à vous reconvertir pour travailler dans la transition écologique et solidaire et que vous avez besoin là d'avoir du regard d'un professionnel ou d'un père, la personne va essayer de prendre le temps pour vous aider, pour contribuer. Et souvent, c'est ces rencontres qui amènent derrière à vos futurs engagements. Ça a été le cas pour Suzanne, ça a été le cas pour Lauriane. Voilà, c'est souvent des rencontres qui vous amènent aussi vers des projets intéressants derrière. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent. Je vous fais un petit topo au niveau des prochains événements, en tout cas par rapport à l'Institut Transition. Et après, on prend les questions. Les filles, si jamais vous avez un conseil que vous avez envie de partager, je vous propose de le mettre aussi en écrit dans le chat par rapport à ce que j'ai dit, votre petit conseil pour ces ingénieurs en réflexion et en quête de sens. Pour aller plus loin, ce que vous pouvez vous noter dans l'agenda, en tout cas ceux qui sont sur le territoire lyonnais, le 10 mai, on organise la journée de la transition professionnelle écologique et solidaire. Donc en gros, il y aura des conférences, des ateliers, on amène aussi des structures qui sont sur la transition professionnelle. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner un petit coup d'accélérateur pour vous aider à réfléchir à cette question de votre transition pro. Donc c'est gratuit, hein, c'est à la métropole de Lyon et ça vous permettra de nous rencontrer en vrai. Et d'autres points que vous pouvez avoir, alors si vous vous posez des questions, que vous avez envie d'en discuter plus profondément, vous pouvez très bien prendre un rendez-vous d'orientation. Donc là, alors, on a notre alternante communication qui nous a fait un super truc 2.0 avec des QR codes, mais vous pouvez très bien aller sur notre site internet tout simplement. Et donc, vous pouvez prendre un rendez-vous d'orientation. Pareil, c'est gratuit. C'est 1h30 où vous aurez quelqu'un de l'équipe qui discutera avec vous de où vous en êtes dans votre parcours, de vos questions, de vos réflexions, voir si une nouvelle voie, ça peut vous aider ou pas. Mais en tout cas, nous, ça rentre dans nos missions à l'Institut de tout simplement vous aider à avancer sur votre parcours. Nous avons une newsletter pour être au courant de tout ce qui se passe. Pareil avec les réseaux sociaux. Et enfin, on a une journée porte ouverte le 22 juin, si vous avez envie de passer au local de l'Institut pour nous rencontrer. Et voici la fin de la petite parenthèse news et réclame de l'Institut. Et du coup, je vais prendre les différentes questions. Donc là, n'hésitez pas, si je n'évoque pas votre question, vous pouvez très bien me la remettre si jamais je l'ai ratée.
Alors, la question de la rémunération, question assez classique, donc question de Charlotte. Bonjour, je me pose la question de la rémunération. En tant qu'ingénieur dans le BTP actuellement, je me heurte à une problématique de salaire pour réorienter ma carrière. Même si j'accepte une perte de rémunération, je ne peux pas me permettre d'être bénévole ou à mi-temps. Est-ce que la transition est toujours synonyme de perte de revenus? Alors, pour répondre simplement à cette question qui n'est pas simple, ce qu'il faut se dire, c'est que très souvent par rapport à un salaire qu'on va considérer CSP+, enfin cadre supérieur plus, on peut avoir souvent une perte de salaire qui est être indéniable. Pour autant, là, c'est vrai qu'en plus, Suzanne, Lauriane sont des personnes qui sont sur des engagements soit à mi-temps, soit bénévoles, mais c'est pas du tout le cas de toutes les personnes. Vous allez avoir des personnes qui retrouvent un salariat en CDI à plein temps. Celles qui cherchaient vraiment tout de suite un CDI à plein temps, en général, ont trouvé quelque chose. Après, pour autant, vous pouvez avoir une perte de salaire, bon, dépendant de où vous partiez. Pour vous donner un chiffre, par exemple, nous, sur la promo 1 de l'Institut, en général, la moyenne, elle était à 2370 brut mensuel. Donc, ce qui n'est pas forcément le SMIC, on va dire, qui est quand même plus haut que le SMIC. Donc voilà, mais pourtant, si vous étiez sur un métier qui gagnait 4000, 5000, oui, forcément, vous allez avoir une grosse descente de salaire. C'est souvent ça sur les profils qui sont plus seniors et que vous pouvez monter très très haut. Ça peut quand même assez étonner. Pour vous partager, moi, à titre personnel aussi, par rapport à cette question de la descente de salaire, je trouve toujours intéressant aussi de relativiser. Je crois même que je vous ai mis ces chiffres quelque part. Hop. Oui, de vous dire, moi, ce qui m'a vraiment fait un peu une claque à l'époque, je me souviens, c'était de me rendre compte qu'en fait, le salaire qu'on pouvait avoir en sortie d'école d'ingénieur, bah, en fait, il était déjà plus haut que la moitié des salariés. Vous allez sur un ingénieur junior, vous êtes environ à 2000 net, plus ou moins selon les écoles, mais on est un petit peu dans cet ordre d'idée. Et donc, de se dire que, bah, en fait, déjà là, on est au niveau de la médiane. Et en fait, plus on va monter, quand vous êtes à un salaire à 4000, bon, bah, en fait, il y a seulement 11% de la population qui gagne plus que vous. C'est-à-dire que en dessous, il y a 89% de la population qui gagne moins que votre salaire. Et ce qui m'a fait pas mal relativiser aussi sur se dire, bah, en fait, on parle d'une descente de salaire, mais qui très souvent était un salaire qui pouvait être assez haut. Et le but, c'est de trouver, vous, un salaire qui vous sécurise. Et pour ça, donc, j'utilise souvent cette question enfin, en tout cas, je pense qu'elle est intéressante pour vous de vous la poser, de vous dire, c'est quoi pour vous le salaire qui vous donne le bon mix de sécurité et de liberté? Ça veut dire qu'il faut que ça soit assez pour vous sentir sécurisé par rapport à votre situation. Est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a du patrimoine, de l'épargne ou pas, etc. Chacun a ses situations différentes. Donc, quel est pour vous le salaire qui vous permet de vous sentir sécurisé, qui fait que vous n'allez pas paniquer tous les soirs en rentrant chez vous? Et de l'autre côté, ben, qui vous offre quand même assez de liberté pour ne pas refuser des postes qui auraient pu être parfaits pour vous en quête de sens et où vous vous dites je dis non juste à cause du salaire, bah, c'est quand même dommage. Donc il y a quand même ce côté-là aussi de dire qu'il faut trouver cette bonne balance entre oui, je me sens en sécurité et oui, je me sens assez libre d'aller sur les sujets, les organisations qui peuvent me plaire. Donc c'est un peu l'approche du salaire qui, je trouve, est intéressante. Et cette réponse est très très variable selon les apprenants. De la même façon, j'ai vu vraiment un rapport à l'argent très très différent et je dirais aussi une évolution du rapport à l'argent au fil de l'année de l'Institut. Beaucoup de personnes commencent l'Institut des fois très anxieuses par rapport à cette question du salaire. Et finalement, on voit plein de personnes qui aboutissent à des mi-temps ou qui se laissent un an. Il y en a plein, par exemple, à la fin de l'année 1 ou même de l'année 2, qui se sont laissés un an pour participer à des projets bénévoles, s'impliquer et voir petit à petit comment ils vont construire leur salariat. Donc voilà, c'est aussi des retours que je peux vous faire par rapport à ça. Alors, du coup, donc Marie-Claire, salut Marie-Claire. Donc j'ai l'impression que ce qui me manque aussi, c'est entrer en contact avec d'autres ingénieurs qui se posent un peu les mêmes questions, voir une communauté de pairs
avec qui échanger avant de me lancer? Est-ce envisageable et comment? Je suis ingé dans l'informatique. Alors donc oui, très bonne recommandation de Eric auprès des ingénieurs engagés. C'est là où clairement vous allez pouvoir trouver pas mal de personnes dans cette philosophie. Il y en a aussi, alors il y a la communauté sur LinkedIn, il y a la communauté sur Facebook. La communauté en vrai fait aussi quelques regroupements. Pas hésiter à creuser, il y a aussi des écosystèmes qui ne sont pas fléchés ingénieurs, mais où finalement vous allez retrouver pas mal d'ingénieurs. Ça va être par exemple dans la communauté des shifters, où malgré tout les shifters, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des profils ingénieurs, ou à Team for the Planet, enfin, anciennement Time for the Planet qui est devenu Team for the Planet. De la même façon, c'est souvent des communautés où on va trouver pas mal de personnes sur ces questionnements. Donc pas hésiter, surtout que là, il y a aussi de plus en plus des petites grappes de communautés qui existent auprès des bifurqueurs, si on veut. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau discours de jeunes diplômés qui parlent de quitter son poste d'ingénieur, bon bah voilà, ça crée un peu une petite communauté aussi autour de ça. Donc ça peut être des portes d'entrée. Autour de l'informatique, il y a Latitude, avec un S ou sans S, j'oublie tout le temps si jamais tu te souviens, Suzanne. Mais Latitude, qui est aussi une asso qui travaille pas mal sur les questions d'informatique, ou en tout cas comment on peut utiliser le savoir-faire informatique sur des questions environnementales et ou sociales. Et donc ils ont aussi des projets où on peut s'engager, mettre ses compétences sur différents projets. Merci Suzanne pour le lien. Alors, Domitil, bonjour, en parlant de contacter des personnes, est-ce que les intervenantes seraient ouvertes à être contactées? Et si oui, par quel canal? Merci. Les filles, je vous laisse répondre directement à cette question si vous voulez. Alors, et concernant le monde de l'aménagement, alors Baptiste, est-ce que je peux avoir plus de détails sur cette question? Alors, le temps que ça arrive. Je sais pas si... Aménagement des espaces, urbanisme, nature en ville. Ok, ouais. Alors, selon la question, si la question est plus de se dire est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, clairement, il y a pas mal de... Comment dire? C'est sûr qu'il y a des choses à faire, on va plutôt le formuler comme ça. Il y a des choses à faire autour des questions d'aménagement des espaces, urbanisme, nature en ville. Un point que je mettrais de vigilance à avoir sur ça, qu'on a vu sur quelques profils à l'Institut, bien regarder les postes qui sont visés, quels sont les diplômes nécessaires. J'entends par là qu'on va avoir souvent des questions, par exemple, d'urbanisme ou de nature en ville, qui sont en lien avec des fonctions publiques. Et des fois, on va avoir des jobs qui sont ouverts seulement à des ingénieurs territoriaux ou seulement à des fonctionnaires. Par exemple, tout ce qui va être des sujets de nature en ville, au sens vraiment d'installation de jardins en ville, etc., sont faits par les mairies ou les métropoles. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous retrouver bloqué à avoir accès à certains postes, surtout en lien par rapport au fait de ne pas être fonctionnaire, d'une certaine manière. Donc là, pas hésiter à un petit peu creuser, et c'est là où je vous parlais de rencontres, aller discuter à des personnes qui pourraient avoir un métier en lien avec ça et qui vous permettraient de voir quels sont les diplômes ou les postes nécessaires. Alors, parler plus de groupes d'échange. Alors, groupe d'échange autour de nature en ville, moi, c'est pas le cœur de mes sujets, je vous avoue. Mais ce qui peut être intéressant à creuser, ou en tout cas, nous, une asso qu'on apprécie beaucoup, c'est Arthropologia. Alors, Arthropologia, A-R-T-H-R-O-P-O-L-I-G-A. Je vous retrouverai le lien. Mais Arthropologia qui peut vraiment être assez intéressante sur ces questions et qui, je les connais déjà. Et ben nickel. Donc du coup là vous avez pas mal une des grandes portes d'entrée sur ce sujet. La communauté de Team for the Planet, je confirme, ça fourmille de plein de gens en transition. Tout à fait. Alors, ce que je trouve intéressant, Team for the Planet, typiquement, quand on parlait de tout à l'heure, c'est quoi les visions qu'on peut avoir dans la technique.
Team Fin de Planète a vraiment une vision de se dire, bah voilà, on va réfléchir aux solutions un petit peu disruptives qui peuvent nous amener des solutions techniques, technologiques. Et c'est un axe qu'il est intéressant de suivre, et c'est bien de le compléter avec plein d'autres axes. Donc il y a des personnes qui vont se sentir bien alignées et à fond dans Team de Fin de Planète. Et si c'est pas votre vibe, parce qu'on en a toujours pour à qui ça ne parle pas, si c'est pas ce qui vous parle, ne pas hésiter à aller dans d'autres courants, on va dire, de la technique. C'est pas gênant, de toute façon, il faut des personnes à chaque place. Si je peux vous partager une métaphore, moi ce que je dis souvent, la transition un peu c'est un grand échiquier. Donc le but c'est pas qu'on ait que des cavaliers, non, le but c'est qu'il y ait des personnes qui soient sur tous les différents plans de la transition. Alors, est-ce qu'il y a des ingénieurs écologues dans la salle? Je vous laisse répondre à Lara si c'est le cas. On a le partage du coup de Dorian sur Make Sense et Paumé, donc oui, en effet, alors c'est assez large comme tu dis, c'est pas forcément seulement orienté ingénieur, mais pour autant vous avez des podcasts intéressants, les apéros sur la reconversion, et vous avez le job board sur Job That Makes Sense qui peut aussi être pratique pour trouver pas mal de posts, toujours intéressant à regarder. Et donc voilà, c'est en train de partir en site de rencontre, tout ça, tout le monde raconte ses, ses pointures, mais c'est pas plus mal non plus. Garder les contacts, dans tous les cas, vraiment pour ceux qui sont sur le territoire lyonnais, n'hésitez pas à venir durant la journée de la transition. Le but aussi, on va essayer de faire en sorte que vous rencontriez d'autres personnes qui sont dans des situations où vous pouvez vous reconnaître. Ça vous permet d'échanger des contacts en direct. Maintenant que c'est la fin du Covid, on peut enfin refaire des événements en présentiel où vous allez pouvoir réseauter, rencontrer des personnes qui ont un peu les mêmes points d'entrée que vous, les mêmes résonances. Et ça sera quand même assez top. Et comme je vous disais, c'est aussi ce que beaucoup de personnes viennent chercher à l'Institut, c'est une communauté de pairs. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant. Institut Transition bientôt en Ile-de-France. Non, pour l'instant, je ne le pense pas, parce que je pense que je ne vois personne de l'équipe qui aurait envie de s'installer en Ile-de-France, malheureusement. Et Lauriane, je crois que tu ne veux pas faire une antenne Ile-de-France non plus pour le moment. Après, l'Île-de-France, c'est pas l'endroit le plus. Il y a quand même d'autres organismes à la limite où ça peut se trouver. Il y a des pools comme ça, Île-de-France, Bretagne, il y a quand même des pairs qui sont pas trop mauvais. Donc non, on a quand même une approche à l'Institut Transition, en tout cas, de se dire on essaye d'être assez local. C'est-à-dire que nos partenaires, c'est des personnes du territoire lyonnais. Et nous, les membres de l'équipe, les formateurs, on est aussi des personnes du territoire lyonnais qui connaissons bien les acteurs lyonnais ou comment ça fonctionne sur le territoire lyonnais. Et on perdrait pas mal de pertinence si on allait dans une région qui n'est pas la nôtre, malheureusement. Mais ravi d'aider si des personnes veulent monter un institut de transition ou similaire autre part, on sera ravi de donner tous les conseils de ce qu'on a appris avec le temps. Eh bien, merci à tous, du coup, pour tous ces retours. Merci à vous, les filles, pour vos témoignages. J'ai vu des remerciements aussi dans les commentaires. Donc, d'avoir pris le temps, d'avoir partagé aussi vos parcours qui sont assez différents. Et pour la suite, on reste en contact pour ceux qu'on reverra sur des événements physiques. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.